Je m'appelle Shirley Stone, j'ai 70 ans et j'ai passé 50 de ces années à construire des maisons dans les banlieues pluvieuses de Seattle. Je connais chaque quartier, chaque loi de zonage, et exactement combien de poids un mur porteur peut supporter avant de céder. Mais rien ne m'avait préparé à la rupture que j'ai ressentie dans ma poitrine mardi dernier. J'étais parti pendant 2 semaines, conduisant mon camping-car cabossé le long de la côte pour visiter la tombe de mon mari Robert à Portland, Oregon. C'était un voyage que je faisais chaque année pour me vider la tête et lui parler de l'état du monde. Il est mort il y a 2 ans d'un cancer du poumon, et parfois le silence dans notre maison devient si assourdissant que je ne peux plus le supporter. En revenant à Seattle, la pluie tombait à verse, ce lavage gris et froid qui s'infiltre jusqu'aux os. Tout ce que je voulais, c'était garer le camping-car, me verser un café noir et me diriger vers mon atelier. Cet atelier est mon sanctuaire. C'est un garage indépendant que j'ai construit de mes propres mains il y a 40 ans. Il est séparé de la maison principale, solide et fiable. Il sent le cèdre, la sueur et la paix. C'est là que je vais quand le monde devient trop bruyant. Mais quand j'ai garé mon pick-up dans l'allée, mes phares ont attrapé quelque chose de brillant sur la porte de l'atelier. J'ai cligné des yeux, essuyant mes yeux fatigués. C'était un cadenas. Pas n'importe quel cadenas, mais un de ces cadenas numériques high-tech avec un clavier lumineux, le genre qui coûte $200 et qui crie « Défense d'entrée ». Je suis resté assise dans mon pick-up, les essuie-glaces balayant d'avant en arrière, fixant ce morceau de métal. Je n'avais jamais verrouillé cet atelier. Jamais. Mes voisins savaient qu'ils pouvaient emprunter un outil quand ils en avaient besoin. C'était tout l'intérêt, partager ce que l'on sait, aider où l'on peut. Je suis sorti sous la pluie. Mes bottes Red Wing ont craqué sur le gravier. Je me suis approché de la porte et j'ai secoué la poignée. Verrouillée à double tour. J'ai senti une vague de chaleur monter dans mon cou, plus chaude que n'importe quelle fournaise. J'ai martelé la porte de mon poing. « Ouvrez !» ai-je crié. Le son a été avalé par la pluie. C'est alors que la porte arrière de la maison principale s'est ouverte. Jessica, ma belle-fille, est sortie sur le porche. Elle était sous l'auvent, au sec et à l'aise, tenant un de ses smoothies verts qu'elle boit toujours. Son autre main caressait son ventre, enceinte de 5 mois de mon premier petit enfant. Elle utilise ce bébé comme un bouclier et une arme à la fois. « Oh, tu es rentré tôt », a-t-elle dit. Sa voix était désinvolte, comme si nous discutions de la météo, et non de la raison pour laquelle elle avait barricadé ma propriété. Elle a pris une gorgée de sa boisson. J'ai pointé un doigt tremblant vers le cadenas. « Qu'est-ce que c'est, Jessica ? Pourquoi y a-t-il un code sur ma porte ?» Elle a haussé les épaules, ajustant son cardigan l'ululement coûteux. « On l'a changé, Shirley. Frank et moi avons décidé qu'il était temps. Cet endroit est plein de poussière toxique et de lames tranchantes. C'est un piège mortel. On le transforme en chambre d'enfant. » La chambre d'enfant ? Mon sang s'est glacé. Elle parlait de mon atelier. À l'intérieur de ces murs se trouvaient pour $80 000 de machines de précision. Ma scie à table Powermatic qui pesait 225 kg. Ma collection Festool que j'avais mis des décennies à acquérir. Des rabots à main qui avaient appartenu à mon père. Ce n'étaient pas des passe-temps. C'était mon héritage. C'étaient les outils qui avaient payé la maison dans laquelle elle se tenait. Et elle en parlait comme s'il s'agissait d'ordures dans une benne. « Ouvre », ai-je grogné. « Maintenant. » Jessica a soupiré, roulant des yeux comme si elle avait affaire à un enfant en pleine crise de colère. « Maman, écoute-moi. On a engagé une équipe de nettoyage. C'est déjà fait. On a besoin de l'espace pour le bébé. Tu n'as plus besoin de tout ce bric-à-brac. Tu es à la retraite. Tes mains tremblent. C'est dangereux. » Du bric-à-brac, elle a dit. 40 ans de maîtrise, du bric-à-brac. J'ai commencé à marcher vers le porche, ignorant la pluie qui trempait ma chemise en flanelle. C'est alors que mon fils Frank est sorti en courant. Il était pâle, plus mince que la dernière fois que je l'avais vu. Il portait ce sourire nerveux qu'il avait toujours quand il essayait de vendre une mauvaise affaire dans son travail immobilier. « Maman. »« Maman. »« Attends. » Frank a balbutié, se mettant devant sa femme. « Allons juste à l'intérieur prendre un thé. Il gèle dehors. On peut en parler calmement. »
Je me suis arrêté et j'ai regardé mon fils dans les yeux. Je me suis souvenu du jour où il a épousé Jessica. J'avais remboursé ses prêts étudiants comme cadeau de mariage, 60 000 $. Je les avais laissés vivre à l'étage de ma maison sans loyer pour qu'ils puissent économiser pour acheter leur propre maison. Je lui avais tout donné ce que je n'avais jamais eu. Et c'est ainsi qu'il me le rendait, en m'enfermant hors de ma propre vie pendant que je visitais la tombe de son père. Je ne bois pas de thé, Franck, ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. Je vais dans mon atelier. Donne-moi le code. Franck a regardé Jessica, ses yeux implorant sa permission. Elle a juste secoué la tête, croisant les bras sur sa poitrine. Non, Franck. On en a discuté. Elle n'ira pas là-dedans. C'est pour la sécurité de la famille. Elle doit laisser le passé derrière elle. Je les ai regardés. Vraiment regardés. J'ai vu le mépris dans les yeux de Jessica. Elle ne voyait pas une femme qui avait construit ce domaine. Elle voyait une vieille relique poussiéreuse qui prenait de la place. Et j'ai vu la faiblesse dans la colonne vertébrale de Franck. Il ne me défendrait pas. Il ne se défendrait même pas lui-même. Il pensait que parce que j'avais 70 ans, j'étais fini. Ils avaient tort. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je leur ai tourné le dos et j'ai marché vers l'arrière de mon camping-car. La pluie tombait plus fort maintenant, se mêlant à la rage dans mes veines. J'ai ouvert le compartiment de rangement extérieur et j'ai sorti mon coupe-boulon robuste. 60 cm d'acier massif, le genre qui ne vous ment pas. Je suis retourné à la porte de l'atelier, la pluie dégoulinant du bord de ma casquette de baseball. J'ai serré les mâchoires du coupe-boulon autour de la tige de leur cadenas numérique sophistiqué. « Maman, attends. »« Qu'est-ce que tu fais ?» a crié Franck, la panique montant enfin dans sa voix. Il a commencé à descendre les escaliers en courant. J'ai regardé par-dessus mon épaule, les muscles de mon avant-bras, encore forts après 50 ans de travail dans la construction, se sont tendus alors que je serrais les poignets. J'ai dit, ma voix tranchant à travers la pluie, « Ouvre cette porte. » Tu ne l'as pas ouverte. Alors, je la coupe. Et si je dois la couper, je ne m'arrêterai pas au cadenas. J'arracherai cette porte de ses gonds s'il le faut. Jessica a crié depuis le porche, « Tu es folle. » Ce cadenas a coûté 200 $. J'ai serré les poignets. Il y a eu un bruit sec qui a ressemblé à un coup de feu. Le cadenas a cédé et est tombé sur le béton mouillé avec un bruit métallique. J'ai ouvert la porte d'un coup de pied et je suis entré dans l'obscurité, actionnant l'interrupteur. L'ampoule du plafond a vacillé une seconde avant de s'allumer en bourdonnant. Et c'est là que la vraie guerre a commencé. J'ai franchi le seuil et j'ai senti le sang quitter mon visage. Mon atelier, le sanctuaire que j'avais construit poutre par poutre il y a 4 décennies, avait disparu. Je ne veux pas dire qu'il était en désordre. Je ne veux pas dire qu'il était réarrangé. Je veux dire qu'il était vidé, dépouillé, une coquille vide. Les 75 mètres carrés d'espace qui avaient autrefois été remplis des meilleures machines à bois que l'on puisse acheter n'étaient plus que du béton gris et froid et des cloisons sèches vides. Le silence dans la pièce était lourd, oppressant, comme l'air à l'intérieur d'un tombeau. J'ai avancé lentement, mes bottes raclant le sol. Le son résonnait. Il ne résonnait jamais avant. Il était absorbé par des piles de bois, des sacs de sciure, par la masse solide de fer et d'acier qui ancrait ma vie. Maintenant, il n'y avait plus rien pour capter le son. Je me suis arrêté au centre de la pièce et j'ai baissé les yeux. Là, sur la dalle de béton, il y avait 4 carrés distincts de couleur rouille. Ils dessinaient l'empreinte de ma scie à table Powermatic. Cette machine pesait plus de 225 kg. C'était une bête en fonte que j'avais achetée en 1995. J'avais économisé pendant 3 ans pour acheter cette scie. C'était le cœur de cet atelier. J'avais coupé le bois pour l'extension de la maison principale avec cette scie. J'avais construit le berceau dans lequel Franck dormait avec cette scie. Maintenant, tout ce qui en restait, c'était 4 taches sur le sol et une silhouette fantomatique dans la poussière. Mes mains se sont mises à trembler, non pas à cause de l'âge, mais d'une rage si pure et si brûlante que j'ai eu peur de m'évanouir. Je me suis tourné vers le mur nord. Pendant 30 ans, un système de tasseaux français sur mesure y était accroché. Il contenait ma collection d'outils à main, mes rabots de blocs Lie-Nielsen, mes scies japonaises, et surtout, le jeu de ciseaux en acier de Sheffield qui avait appartenu à mon père.
Il me les avait donnés quand j'ai commencé mon apprentissage à 18 ans. Ils étaient polis jusqu'à obtenir un fini miroir, leurs manches usées et lissées par la sueur de 2 générations d'artisans. Le mur était nu. Ils avaient arraché les tasseaux des montants. Le placo était déchiré là où ils avaient été négligents, laissant des cicatrices blanches et déchiquetées contre le bois peint. Ce n'était pas seulement que les outils avaient disparu. C'était la violence de leur enlèvement. On aurait dit que la pièce avait été dévastée par des sauterelles. J'ai senti un tremblement commencer dans mes mains. Je me suis retourné lentement. Jessica se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant toujours son smoothie vert comme un bouclier. Frank était derrière elle, regardant ses chaussures. « Où est-ce » ai-je demandé. Ma voix était à peine un murmure, mais dans cette chambre acoustique vide, elle sonnait comme un coup de tonnerre. « Où est ma vie » Jessica a pris une gorgée de sa boisson et a haussé les épaules comme si nous discutions d'une paire de chaussettes manquantes. « Je te l'ai dit, Shirley, on s'en est débarrassé. On l'a vendue. Ce n'était que de la vieille camelote qui prenait la poussière. Tu n'as pas utilisé la moitié de ces machines depuis des années. On a tout vidé pour faire de la place pour la chambre d'enfant. » Elle a fait un geste de la main vers l'espace vide. « Regarde tout cet espace. Une fois qu'on aura posé du parquet et peint ces murs d'un joli vert sauge apaisant, ce sera parfait pour le bébé. Peut-être un coin yoga pour moi au fond. » Je l'ai dévisagé. Elle croyait honnêtement ce qu'elle disait. Elle regardait une scie à format capable de trancher du chêne de 7 cm comme du beurre et y voyait un morceau de ferraille. Elle regardait des outils à main qui valaient plus que sa voiture et y voyait de la vieille camelote. « Vous l'avez vendu » ai-je répété en faisant un pas vers eux. « Vous avez vendu mon atelier » ? « Oui » a-t-elle dit, semblant agacée de devoir l'expliquer à nouveau. « Et honnêtement, tu devrais nous remercier. C'était un vrai casse-tête. On a dû engager un type avec un camion pour tout emporter, mais on a réussi à en tirer 5 000 $ pour le tout. » Elle a souri comme si elle était fière d'elle. « Ça va couvrir la peinture et le nouveau berceau. On réinvestit l'argent directement dans la maison, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. 5 000 $. Le chiffre est resté en suspens dans l'air humide comme une condamnation à mort. J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. 5 000 $. Les ponceuses Festool seules coûtaient 4 000 $. La scie à table en valait 5. La dégauchisseuse, la raboteuse, la scie à ruban, le système de dépoussiérage, les outils à main, les ciseaux de mon père. J'ai fait le calcul mentalement, comme le fait un entrepreneur pour estimer un chantier. Il y avait facilement pour 80 000 $ d'équipement dans cette pièce. 80 000 $ d'actifs que j'avais sélectionnés, entretenus et huilés pendant 40 ans, et elle avait tout échangé contre 5 000 $ et une couche de peinture vert sauge. Ce n'était pas seulement du vol. C'était une insulte. C'était une déclaration que ma vie, mon travail, ma passion ne valaient pour eux que quelques centimes. Ils avaient liquidé mon héritage pour le prix d'une berline d'occasion. J'ai regardé Frank, mon fils, le garçon à qui j'avais appris à tenir un marteau avant qu'il ne sache écrire son nom. Il savait. Il devait savoir. Il savait combien cet équipement coûtait. Il savait qu'on ne pouvait pas acheter un rabot Stanley vintage pour 5 $ dans un vide-grenier. Frank, ai-je dit. Je n'ai pas crié. J'ai prononcé son nom comme un juge rendant une sentence. Tu l'as laissé vendre mon atelier pour 5 000 $. Frank a enfin levé les yeux, mais son regard a fui le mien, se fixant sur une tache d'eau au plafond. Maman, écoute, c'est fait, d'accord ? On avait besoin de l'argent. Le bébé arrive, les dépenses s'accumulent. Jessica voulait l'espace, et on a juste pensé. On a pensé que, comme tu étais parti, c'était le bon moment pour faire la transition. Il a dégluti difficilement. Tu as 70 ans, maman. Tu devrais te reposer, pas respirer de la sueur. Se reposer. Transition. Des mots d'entreprise. Des mots de vendeur. Il essayait de me vendre ma propre obsolescence. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Quelque chose qui m'avait tenu ensemble ces 2 dernières années, depuis la mort de Robert. Tu es en train de me dire, ai-je dit, ma voix s'élevant, que tu as pris pour 80 000 $ de machines industrielles et que tu les as vendues pour 5 000 $. Tu es en train de me dire que tu es aussi stupide que ça ? C'est ça que tu me dis, mon fils ?
Que tu es un imbécile? Jessica s'est hérissée. Et, ne lui parle pas comme ça. On a fait une bonne affaire. Le type a dit que la plupart de ce matériel était de toute façon obsolète. Pas de dispositif de sécurité, de vieux moteurs. Il nous a rendu service en nous en débarrassant. Le type? J'ai de nouveau regardé le sol vide. J'ai regardé les rayures près de la porte où ils avaient traîné les lourdes bases en fonte sur le béton. Un déménageur professionnel ne les aurait pas traînées. Un professionnel aurait utilisé un transpalette. Celui qui a pris mes outils ne s'en souciait pas. Il voulait juste s'en débarrasser rapidement. Et puis j'ai de nouveau regardé Frank. Il transpirait. Il faisait 10 degrés et il pleuvait, et une goutte de sueur coulait le long de sa tempe. 5000 $, ça n'avait aucun sens. Quelque chose n'allait pas. Je ne leur ai pas dit un mot de plus. J'ai bousculé Frank, je suis sorti sous la pluie et je suis monté dans mon pick-up. En tournant la clé de contact, j'ai vu Frank sortir son téléphone. Il a commencé à taper furieusement. Il n'appelait pas un liquidateur. Il prévenait quelqu'un. J'ai fait marche arrière, les laissant debout sous la pluie, et j'ai conduit vers les mauvais quartiers de la ville, vers le quartier industriel où les lampadaires étaient cassés et les commerces avaient des barreaux aux fenêtres. On ne travaille pas dans la construction pendant 50 ans sans savoir où finissent les outils volés. J'ai d'abord vérifié 3 revendeurs réputés. Les hommes qui tenaient ces magasins me connaissaient. Ils ont secoué la tête quand j'ai décrit mon équipement. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien vu de tel passer. C'est ce à quoi je m'attendais. Un revendeur légitime demande une pièce d'identité. Un revendeur légitime fait un chèque qui met 3 jours à être encaissé. Frank n'avait pas 3 jours. Il avait le désespoir écrit sur son visage. Je me suis garé devant un endroit appelé Big Alice Pond and Lowan. C'était un bâtiment en parpaing avec des barreaux aux fenêtres et une enseigne au néon qui bourdonnait comme un frelon en colère. J'avais travaillé sur le toit d'Al il y a 10 ans. C'était un escroc, mais un escroc honnête. Il ne mentait pas sur le fait d'être un voleur. J'ai poussé la lourde porte en acier. Une cloche a tinté, un son joyeux qui contrastait avec l'odeur de fumée de cigarettes froides et de vieilles poussières. Les étagères étaient encombrées des débris de rêves brisés, instruments de musique, télévision, perceuses électriques dont les numéros de série avaient été limés. Je suis passé devant une rangée de vélos et je me suis arrêté net. Elle était là, au milieu de l'allée comme un pur sang dans une écurie d'ânes, ma raboteuse industrielle Grizzly. C'était une machine massive, peinte en vert et blanc. Je me suis approché et j'ai passé ma main sur la table en fonte. J'avais ciré cette table juste avant de partir en voyage. Elle était encore lisse comme du verre. J'ai regardé le cordon d'alimentation. J'avais remplacé la fiche par une fiche jaune robuste il y a 2 ans après que l'original se soit fissuré. Elle était là, la fiche jaune. Mon cœur martelait contre mes côtes. C'était une chose de le suspecter, c'en était une autre de voir ma machine trôner ici, dans ce cimetière de biens. Big Al est sorti de l'arrière-boutique, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il m'a plissé les yeux, puis ses yeux se sont agrandis. Shirley Stone. Je ne t'ai pas vu depuis 10 ans. Qu'est-ce qui amène une femme comme toi au fond du tonneau? J'ai pointé la raboteuse. Elle est à moi, Al. Al a regardé la machine, puis moi. Il a arrêté de s'essuyer les mains. Je me doutais bien que ça pourrait être le cas. Le gamin qui l'a amené avait ton nez, mais il n'avait pas tes mains. Ses mains étaient douces, comme s'il n'avait jamais tenu un marteau de sa vie. Frank. Mon fils avait traîné ma raboteuse ici. Te l'a-t-il vendue, ai-je demandé. Ma voix était stable, mais mes poings étaient serrés à mes côtés. Al a secoué la tête. Il a craché dans une tasse derrière le comptoir. Non. Il ne l'a pas vendue. Il l'a mise en gage. Il a apporté un camion entier de trucs. Des scies, des ponceuses, ces perceuses allemandes de luxe que tu aimes. Il a tout déchargé ici même, sur le sol. Il a dit qu'il avait besoin d'argent liquide, pas d'un chèque. De l'argent liquide. J'ai ressenti une vague de vertige. Mise en gage. Cela signifiait qu'il avait l'intention de la récupérer. Ou du moins, il faisait semblant. Combien, Al? Al a hésité. Il s'est gratté le menton. Écoute, Shirley, la confidentialité des clients et tout ça,
mais je t'aime bien. Tu as réparé mon toit quand il fuyait à Sceaux. Il a sorti un registre de sous le comptoir. Il a pris 15 000. Prêt standard à haut risque, 20% d'intérêt composé mensuellement. S'il manque un paiement, je garde les outils. Et Shirley. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Il était désespéré, transpirant comme un porc dans une boucherie. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Il m'a dit qu'il avait besoin de cet argent pour sauver sa vie. Sauver sa vie. Les mots sont restés en suspens entre nous. Frank et Jessica vivaient comme des rois. Ils conduisaient des voitures de luxe en leasing, partaient en vacances à Cabo et buvaient des lattes à $12. Ils postaient des photos sur Instagram de dîners coûteux et de vêtements de marque. Pourquoi un homme vivant cette vie aurait-il besoin de 15 000 $ en espèces d'un prêteur sur gage à 20% d'intérêt pour sauver sa vie? On n'emprunte pas de l'argent comme ça pour rénover une chambre d'enfant. On emprunte de l'argent comme ça parce qu'on est dans de sales draps. Je suis retourné vers la maison alors que le soleil se couchait. La pluie avait cessé, laissant les rues lisses et noires, reflétant les lampadaires comme de l'huile. Mon esprit tournait à plein régime. Quel genre de problème coûte 15 000 $ immédiatement? Le jeu, la drogue, de mauvais investissements? Je ne savais pas, mais je savais que Jessica se promenait en se frottant le ventre et en parlant de couleurs de peinture pendant que son mari vendait l'héritage de sa mère pour payer un usurier. Je suis arrivé dans ma rue. C'était une impasse tranquille bordée de pelouses manucurées et de maisons respectables, le genre d'endroit où rien de mal n'arrivait jamais. J'ai ralenti en approchant de mon allée. Un véhicule était garé devant mon portail. Ce n'était pas la berline de Frank, ni le SUV de Jessica. C'était un Range Rover noir, élégant et menaçant, avec des vitres si teintées qu'elles ressemblaient à de l'encre. Le moteur tournait au ralenti, le faible grondement de l'échappement vibrant dans l'air nocturne. J'ai garé mon pick-up sur le trottoir, quelques maisons plus loin, et j'ai éteint les phares. J'ai observé. La porte d'entrée de ma maison s'est ouverte. Frank est sorti sur le porche. Il ne portait pas de veste, même si l'air était froid et humide. Il avait l'air petit. Ses épaules étaient voûtées, sa tête baissée. Il a descendu l'allée vers le Range Rover. La portière côté conducteur du Rover s'est ouverte. Un homme est sorti. Il était grand, portait une veste en cuir qui semblait trop serrée aux épaules. Même à cette distance, je pouvais voir l'encre qui remontait sur son cou, des tatouages tribaux sombres qui disparaissaient dans sa chevelure. Frank s'est arrêté à quelques mètres de lui. J'ai baissé ma vitre, tendant l'oreille. « Tu avais dit que tu l'aurais » a dit l'homme. Sa voix était un baryton grave et rauque qui portait facilement dans la rue calme. « Je l'ai. Je l'ai » a balbutié Frank. Sa voix était aiguë, frénétique. « J'ai le premier versement. J'ai juste besoin de quelques jours de plus pour le reste. La banque doit valider le chèque. » L'homme s'est approché. Il a tendu la main et a attrapé Frank par le devant de sa chemise, plissant le tissu dans son poing. Il a tiré mon fils près de lui, si près que leur nez se touchait presque. Frank n'a pas riposté. Il est devenu mou comme une poupée de chiffon. « On ne fait pas de chèque, Frank, » a dit l'homme. On en a parlé. Du liquide. Tu as jusqu'à la fin de la semaine, où on commence à prendre des choses que tu ne pourras pas racheter. L'homme a repoussé Frank en arrière. Mon fils a trébuché et est tombé sur l'asphalte mouillé de l'allée. Il a rampé en arrière, regardant l'homme avec des yeux terrifiés. L'homme tatoué a levé les yeux vers la maison. Il a regardé les fenêtres où Jessica dormait probablement, rêvant de sa chambre d'enfant. Puis il a regardé directement là où mon pick-up était garé dans l'ombre. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il m'avait vu. Puis il s'est retourné, est remonté dans le Range Rover et a démarré en trombe. Les pneus ont crissé sur le pavé. Je suis resté assise dans l'obscurité, serrant le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Mon fils était à genoux dans l'allée, pleurant dans ses mains. Il n'avait pas vendu mes outils pour une chambre d'enfant. Il les avait vendus pour payer un voyou. Et quel que soit le trou dans lequel il se trouvait, 15 000 $ n'était que la compte. Je ne suis pas entré cette nuit-là. Pas encore. J'ai conduit jusqu'au motel près de l'autoroute. J'avais besoin de réfléchir, d'un plan. Car si j'entrais maintenant, je dirais probablement des choses que je ne pourrais pas reprendre.
Mais le lendemain matin, je devais les affronter. Je suis entré dans la cuisine, me sentant comme un fantôme hantant ma propre maison. L'air sentait le pain grillé brûlé et la tension. Jessica était assise au comptoir de l'îlot, faisant défiler son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux à mon entrée. Franck se tenait près de la cafetière, le dos tourné vers moi. Je pouvais voir la tension dans ses épaules. « Bonjour », ai-je dit. Franck a sursauté. Il s'est retourné, forçant un sourire qui semblait douloureux. « Bonjour, maman. Tu es rentrée tard hier soir. » Je conduisais, ai-je dit simplement, en réfléchissant. Jessica a enfin posé son téléphone. Elle a fait pivoter son tabouret pour me faire face. Son visage était figé dans cette expression dure et déterminée qu'elle prend quand elle veut quelque chose. « Il faut qu'on parle, Shirley », a-t-elle dit. Je me suis versé une tasse de café. « Je t'écoute. » L'entrepreneur arrive dans 1 heure pour commencer à monter la charpente de la chambre d'enfant dans le garage. Atelier, ai-je corrigé. Et pendant qu'il est là, Franck et moi avons décidé qu'il serait efficace de faire d'autres changements. Elle a fait une pause pour un effet dramatique. On pense qu'il est temps que tu déménages au sous-sol. J'ai arrêté la tasse à mi-chemin de ma bouche. Le sous-sol ? Oui, a-t-elle poursuivi, sa voix vive et professionnelle. Ta chambre au rez-de-chaussée est la plus grande. Elle a cette belle baille vitrée qui laisse entrer toute la lumière naturelle. C'est parfait pour le bébé. On a besoin de cette lumière pour les photos de la chambre d'enfant. En plus, c'est juste à côté de notre chambre, donc c'est plus facile pour l'allaitement. Ma chambre. La chambre que j'avais partagée avec Robert pendant 40 ans. La chambre où je lui avais tenu la main pendant qu'il rendait son dernier souffle. Jessica la voulait pour des photos. J'ai regardé Franck. Il étudiait attentivement les carreaux du sol. Franck, ai-je dit, tu ne peux pas être sérieux. Tu veux que ta mère dorme sur du béton à côté de la chaudière ? Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Si je voulais découvrir ce qu'il préparait vraiment, je devais être à l'intérieur. J'avais besoin d'un accès. Je devais jouer le jeu. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. J'ai laissé mon visage se détendre, imitant la vieille femme fatiguée et vaincue qu'il voulait que je sois. D'accord, ai-je dit doucement. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Jessica a cessé de taper ses ongles sur le comptoir. La bouche de Franck s'est ouverte. Quoi ? A demandé Jessica, suspicieuse. J'ai dit d'accord, ai-je répété. Tu as raison. Je tousse la nuit. Je ne veux pas réveiller le bébé. Et une nouvelle télé, ça a l'air bien, Franck. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Un grand écran m'aiderait. Jessica a cligné des yeux. Elle avait l'air d'avoir frappé dans le vide. Elle s'est vite ressaisie, cependant. Un sourire suffisant s'est étendu sur son visage. Eh bien, c'est bien. Je suis contente que tu sois enfin raisonnable, Shirley. Il est temps que tu donnes la priorité à cette famille. Je commencerai à déménager mes affaires aujourd'hui, ai-je dit, avant que l'entrepreneur n'arrive. Ce serait mieux, a-t-elle dit en se levant. Je veux commencer à peindre ta chambre ce week-end. Vert sauge, je pense, pour correspondre à l'espace yoga. Elle a quitté la pièce, la victoire dans chaque pas. Franck est resté un moment. Il m'a regardé avec un mélange de soulagement et de culpabilité qui lui donnait un air malade. Merci, maman, a-t-il marmonné. C'est vraiment pour le mieux. Je te promets que j'installerai cette télé ce soir. Je tirerai un câble là-bas et tout. Bien sûr, mon fils, ai-je dit. Aide-moi juste à porter le cadre de lit. Nous avons passé les 2 heures suivantes à déménager ma vie sous terre. C'était humiliant, de porter mes vêtements, mes livres, mes quelques trésors personnels dans ces escaliers en bois qui craquaient, vers la pénombre. Le sous-sol sentait le moisi et la terre froide. La seule fenêtre était une fente étroite en haut du mur, encroûtée de saleté, laissant entrer une fine lumière grise qui atteignait à peine le sol. Nous avons installé mon lit dans le coin, près du chauffe-eau. La veilleuse sifflait comme un serpent. Franck a descendu un vieux tapis du couloir, le jetant sur le béton. Il ne faisait rien pour arrêter le froid qui rayonnait à travers les semelles de mes chaussures. Voilà, a dit Franck en s'époussetant les mains. Confortable.
Il n'a pas croisé mon regard. Il s'est retourné et a pratiquement couru remonter les escaliers. Mais je ne me suis pas assise pour pleurer. J'ai attendu. J'ai attendu d'entendre la voiture de Jessica quitter l'allée. J'ai attendu d'entendre Franck aller dans le salon pour regarder le football. Puis j'ai bougé. J'ai déballé une boîte. Pas des vêtements, pas des livres. C'était une boîte d'outils que j'avais gardée dans le placard de ma chambre. Ce que je gardais à portée de main pour les réparations ménagères, des tournevis, des pinces, un petit pied de biche. J'ai monté doucement les escaliers du sous-sol. J'ai écouté à la porte. Silence dans le couloir. Je suis sorti à pas de loup. Je suis allé directement au bureau de Franck. C'était la pièce au bout du couloir, celle qu'il gardait toujours verrouillée. Il disait que c'était à cause de la confidentialité des clients. Je savais maintenant que c'était parce qu'il cachait sa vie de désastre. J'ai essayé la poignée. Verrouillée, bien sûr. Je me suis agenouillé. La serrure de cette porte était une simple serrure de confidentialité intérieure, une blague comparée aux peines dormant que j'avais installées professionnellement. J'ai sorti un fin outil en fil de fer de ma poche. Il m'a fallu 3 secondes pour la faire sauter. J'ai ouvert la porte et je suis entré. La pièce était en désordre. Des papiers partout, des contenants de plats à emporter. Ça sentait la peur éventée. Je suis allé au bureau. Je n'étais pas intéressé par le désordre. J'étais intéressé par le classeur. Je devais trouver l'acte de propriété. Je devais voir exactement ce que j'avais signé. Mais je ne pouvais pas le faire maintenant. Trop risqué. Le jeu était lancé. Franck pouvait se lever pour une bière à tout moment. Alors, j'ai fait une chose. J'ai déverrouillé le mécanisme de l'intérieur pour qu'il ait l'air d'être verrouillé mais ne s'enclenche pas réellement. Ce soir, quand il dormirait, je reviendrai. Je me suis glissé de nouveau dans le couloir, j'ai redescendu les escaliers du sous-sol, je suis retourné à mon lit. Je suis resté assise là, dans l'obscurité froide, regardant le chauffe-eau. Il pensait m'avoir mise dans un trou pour y pourrir. Il ne réalisait pas qu'il venait de me donner une base d'opération. Je n'étais pas la prisonnière au sous-sol. J'étais le loup qui attendait sous le plancher. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application de notes. J'ai commencé à faire une liste. 1. Trouver l'acte. Que ai-je vraiment signé? 2. Suivre l'argent. Où est la dette de Franck? 3. Tout documenter. J'ai besoin de preuves. 4. Contacter Arthur. Mon avocat doit savoir. 5. Lundi, la fête de naissance. Ce dernier point m'est resté à l'esprit. Lundi. Jessica l'avait mentionné hier. Une grande fête de naissance. 50 invités, tous ses amis influenceurs, un événement public avec des témoins. J'ai souri dans l'obscurité de ma prison au sous-sol. Qu'ils aient leur fête. Qu'ils célèbrent. Parce que j'allais leur donner un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. Cette nuit-là, je suis resté allongé sur mon lit au sous-sol, écoutant la maison s'installer au-dessus de moi, attendant les bruits de leur routine. La télévision dans le salon s'éteignant à 22h30, le craquement des planchers alors que Franck et Jessica se dirigeaient vers leur lit. À minuit, la maison était silencieuse. J'ai compté jusqu'à 1000. Puis j'ai recommencé. À 2h du matin, j'ai bougé. 50 ans à marcher sur des échafaudages à 20 étages m'ont appris à me déplacer sans bruit. J'ai posé mon poids sur chaque marche, testant soigneusement avant d'avancer. Les vieux escaliers en bois n'ont pas fait un seul craquement. J'ai atteint la porte du bureau de Franck. Ma main a touché la poignée, et elle a tourné sans à-coups. Le mécanisme déverrouillé a parfaitement fonctionné. À l'intérieur, j'ai utilisé la lampe de poche de mon téléphone, gardant le faisceau étroit et bas. Le classeur était verrouillé, mais cette serrure était encore plus facile que la porte. Mon outil en fil de fer l'a ouverte en 5 secondes. J'ai sorti le dossier marqué « Finance » et je me suis assise par terre, le dos contre le mur, étalant les papiers sur le tapis. Ce que j'ai trouvé a fait trembler mes mains. Les relevés bancaires montraient que le compte personnel de Franck se vidait. 42 000 $ en mars, tombé à 3 000 $ en août, maintenant à découvert de près de 3 000 $. Puis j'ai trouvé l'imprimé de quelque chose appelé «
crypto-exchange2022.com. Un graphique de la valeur du portefeuille montrait un pic de 340 000 $ en février. Valeur actuelle, 1847 $. Mon fils avait joué et perdu près de 340 000 $ en crypto-monnaie. J'ai trouvé une note manuscrite de l'écriture tremblante de Frank. Tony, besoin de 50K d'ici fin septembre. Ils ont dit que si je ne peux pas le dire à Jess. Ne peut pas perdre la maison. Doit trouver un moyen. Tony. Le nom de l'usurier était Tony. Puis j'ai trouvé la demande de prêt. C'était d'une société appelée online-equity-loans.com. La propriété indiquée était mon adresse, 4738 Maple Street. Le demandeur était Frank Stone. Le montant du prêt m'a donné le vertige, 800 000 $. Mon fils essayait d'emprunter 800 000 $ contre ma maison. Statut, en attente de vérification du titre de propriété. Mais c'est le document suivant qui m'a glacé le sang. Un document intitulé « Acte de renonciation ». Je savais ce qu'était un acte de renonciation. C'est un document juridique qui transfère tous les droits et la propriété d'un bien d'une personne à une autre. Ce n'est pas un prêt. C'est un abandon. C'est donner les clés du royaume. Le cédant, la personne qui renonçait à la propriété, était inscrit comme Shirley Stone. Le bénéficiaire, la personne qui recevait la propriété, était Frank Stone. La date était d'il y a 3 jours. Et en bas de la page se trouvait ma signature. J'ai sorti mes lunettes de lecture de ma poche et je me suis penché, éclairant directement la signature avec la lampe de poche. Elle ressemblait exactement à la mienne, la boucle du S, la barre nette du T. Mais je n'avais jamais vu ce document de ma vie. Quand une personne âgée signe son nom, il y a des variations naturelles. Un petit tremblement ici, une pression plus légère là. Après 70 ans, après des décennies à utiliser des outils électriques qui font vibrer vos os, votre main a un rythme, une cadence tremblante. Cette signature était lisse, confiante, statique. C'était un décalque. Et puis je me suis souvenu. Le mois dernier, l'anniversaire de Frank. Je lui avais donné une carte. Je l'avais signée avec un feutre épais. Amour, maman. Shirley Stone. Il avait pris cette carte, l'avait mise sur une table lumineuse ou contre une fenêtre, et avait décalqué mon nom sur un document qui me volait ma maison. Il n'a pas seulement volé ma propriété. Il a volé mon nom. Il a utilisé mon amour pour lui, une carte d'anniversaire, pour l'amour de Dieu, comme l'instrument de son vol. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone, les relevés bancaires, les pertes de crypto, la demande de prêt, l'acte falsifié. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû caler le téléphone contre mon genou pour que les images soient nettes. Mais je n'avais pas encore fini. Au fond du dossier, j'ai trouvé un autre morceau de papier, un dépliant brillant plié en 2. Je l'ai déplié lentement. Maison de retraite Sunny Meadows, lisez le titre en gros caractères joyeux. Une vie digne pour les personnes âgées ayant des troubles de la mémoire. Il y avait une photo d'une femme âgée souriante dans un fauteuil roulant, entourée de fausses plantes et d'un éclairage fluorescent. Mais c'est l'écriture dans les marges qui a brouillé ma vision. L'écriture de Jessica. Des lettres anguleuses et pointues à l'encre bleue. Accepte Medicare. Place vacante immédiate. Unité sécurisée. Peut être déposée lundi matin. Coût, 1200 $ par mois. Abordable. Déposé. Comme si j'étais un sac de vieux vêtements dans un centre de dons. Comme si j'étais un chien errant qu'ils en avaient marre de nourrir. L'unité sécurisée signifiait l'unité fermée à clé. L'unité pour les patients atteints de démence qui errent. L'unité d'où l'on ne peut pas sortir. Il ne volait pas seulement ma maison. Il prévoyait de m'emprisonner. Lundi matin. Nous étions jeudi. Il m'avait donné 4 jours. Je comprenais le plan maintenant, clair comme de l'eau de roche. Premièrement, falsifier l'acte pour transférer la maison au nom de Frank. Deuxièmement, demander l'énorme prêt. Troisièmement, me faire interner dans la maison de retraite. Quatrièmement, dire aux voisins que j'avais perdu la tête et que j'avais besoin de soins professionnels. Cinquièmement, récupérer l'argent et m'effacer complètement. Une fois que je serais dans le système avec un diagnostic de démence, personne n'écouterait un mot de ce que je dirais sur les actes falsifiés ou les outils volés.
Je ne serais qu'une vieille folle divagant sur des complots. J'ai soigneusement photographié le dépliant de la maison de retraite sous tous les angles. Puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. J'ai verrouillé le classeur, quitté le bureau, m'assurant que la porte avait l'air verrouillée de l'extérieur. Je suis redescendu au sous-sol et je me suis assise sur mon lit dans l'obscurité. J'ai sorti le dépliant et je l'ai lissé contre mon genou, relisant les notes de Jessica à la lumière de mon téléphone. Déposé lundi matin. Il pensait avoir tout planifié. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Le lendemain matin, vendredi, j'ai dit à Franck que j'allais à la pharmacie pour prendre mes médicaments pour la tension. Au lieu de cela, j'ai conduit à 3 villes de là, dans un restaurant appelé le Rusty Spoon. C'était le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle rapiécées avec du ruban adhésif et une serveuse qui travaillait au comptoir depuis l'administration Nixon. Le genre d'endroit où Jessica ne mettrait jamais les pieds. Je me suis dirigé vers la banquette du fond. Arthur Blackwood était déjà là, sirotant un café noir et lisant la section sportive. Il avait 75 ans, des cheveux gris et un costume démodé de 10 ans, mais ses yeux étaient vifs comme des rasoirs. Nous avions travaillé ensemble dans les années 90, quand je construisais des propriétés commerciales. Il s'occupait des contrats et des litiges. Nous étions amis depuis. Shirley, a-t-il dit en se levant pour me saluer. Tu avais l'air pressé au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas perdu de temps en mondanité. Je me suis glissé dans la banquette et j'ai sorti mon téléphone, ouvrant les photos que j'avais prises. Arthur, j'ai besoin de ton aide. Une grande faveur. Je lui ai tout montré, les photos de l'atelier vide, le reçu du prêteur sur gage, l'acte de renonciation falsifié, le dépliant de la maison de retraite avec l'écriture de Jessica. Arthur a parcouru chaque image lentement, son expression s'assombrissant à chaque balayage. Quand il a eu fini, il a enlevé ses lunettes de lecture et s'est frotté les yeux. Shirley, a-t-il dit doucement. C'est un crime. Plusieurs crimes. Falsification, fraude immobilière, abus de faiblesse sur personne âgée. Si on porte ça au procureur, ton fils risque 5 à 10 ans de prison d'État. Minimum. Le mot est resté en suspens entre nous. Prison. Mon fils dans une cage. La pensée m'a retourné l'estomac, mais je me suis souvenu du sous-sol, du béton froid, du plan de me droguer et de me traîner dans un établissement public où je serais enfermé jusqu'à ma mort. Il y a autre chose, Arthur, ai-je dit. Quelque chose que Franck ne sait pas. Quelque chose que je ne lui ai jamais dit parce que je voulais qu'il fasse son propre chemin dans le monde. Arthur a haussé un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Je me suis penché en avant. Franck pense qu'il m'a volé la maison. Il pense qu'en falsifiant ma signature sur cet acte, il a transféré le titre de Shirley Stone à Frank Stone. Et ce n'est pas le cas, a demandé Arthur. Non, ai-je dit, parce que Shirley Stone ne possède pas cette maison. Un lent sourire s'est étendu sur le visage d'Arthur. Le trust. Le trust, ai-je confirmé. Il y a 10 ans, après que Franck ait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et ait essayé de poursuivre le département de police, j'ai réalisé qu'il n'avait aucun sens des responsabilités. Robert et moi nous sommes assis dans ton bureau et nous avons tout déplacé, la maison, le terrain, les comptes d'épargne. Nous avons tout mis dans le trust irrévocable de la famille Stone. Je me souviens, a dit Arthur. J'ai rédigé les papiers moi-même. Exactement, ai-je dit. Je ne suis pas la propriétaire. Je suis juste la bénéficiaire principale de mon vivant. Le propriétaire légal de la propriété est le trust, et le fiduciaire, c'est toi. Arthur a gloussé, un son sec et rauque. Donc, cet acte de renonciation. Ce document pour lequel il a risqué sa liberté et du papier toilette. Légalement nul, ai-je terminé. On ne peut pas transférer une propriété qu'on ne possède pas personnellement. Il a essayé de voler une maison à un fantôme. Arthur a pris une gorgée de son café, secouant la tête. Donc, le prêt bancaire qu'il demande, celui garanti par la propriété. Point ne sera jamais financé, ai-je dit. Dès que la société de titres fera une vérification approfondie, ils verront que le trust détient l'acte. Mais j'ai un ami à la banque qui les fait patienter, faisant croire à Franck que c'est juste un retard de paperasse. Il pense que l'argent arrive la semaine prochaine. C'est magnifique, a dit Arthur, d'une manière tragique et shakespearienne. Alors, quel est le plan, Shirley?
On peut déposer une injonction aujourd'hui. On peut avoir la police à ta porte dans 1 heure. On peut t'arrêter ça tout de suite. J'ai secoué la tête. Non, pas aujourd'hui. Pourquoi, a demandé Arthur. Tu dors dans un sous-sol, Shirley. Chaque jour que tu y passes est un risque. Parce que si on arrête ça maintenant, ils vont déformer l'histoire, ai-je dit. Jessica est une influenceuse. Elle vit sa vie en ligne. Si j'appelle les flics maintenant, elle publiera une vidéo en pleurant sur sa belle-mère sénile, confuse et agressive. Elle va tordre le récit. Elle dira que j'ai signé l'acte et que j'ai oublié. Elle fera de moi la méchante. Je me suis penché en avant. J'ai besoin de témoins, Arthur. J'ai besoin d'un public. J'ai besoin de les mettre à nu devant les personnes même qu'ils essaient d'impressionner. Quand, a demandé Arthur. Lundi, ai-je dit. Lundi à midi, la fête de naissance. Arthur a sifflé doucement. C'est froid, Shirley. Il prévoit de me faire interner dans un asile lundi soir, ai-je dit, ma voix dure comme du fer. L'ambulance est prévue. Alors, je vais porter le premier coup. J'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à écrire. Je veux que tu rédiges les papiers d'expulsion. Pas seulement pour Frank, pour les deux. Retrait immédiat des lieux pour violation des statuts du trust concernant l'abus du bénéficiaire. Arthur a sorti son propre bloc-notes. Je peux le faire. J'aurai les papiers prêts lundi matin. Bien, ai-je dit. Viens à la fête à 13h. Fais comme si tu étais un invité. Apporte les papiers. Apporte les documents originaux du trust. Je les regardais dans les yeux. Je veux voir leur visage, Arthur. Je veux regarder mon fils dans les yeux quand il réalisera qu'il n'a pas seulement perdu une maison. Il a perdu sa mère, et il l'a fait pour rien. Arthur a hoché la tête lentement, notant la date et l'heure. Je serai là, Shirley, tiré à 4 épingles. Nous sommes restés assis en silence un moment. La serveuse a rempli nos tasses de café. Il y a encore une chose que je dois faire, ai-je dit. J'ai besoin d'équipement. Des caméras, des dispositifs d'enregistrement. Parce que s'ils vont comploter ma destruction dans mon propre salon, je le veux en résolution 4K. Arthur a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti une carte de visite. Va voir ce type. Dis-lui que je t'envoie. C'est un détective privé à la retraite, il dirige une boutique appelée Secure Home Solutions. Il t'installera tout ce dont tu as besoin. J'ai pris la carte et je l'ai glissée dans mon sac à main. Merci, Arthur, pour tout. Ne me remercie pas encore, a-t-il dit. On n'a encore rien gagné. Mais, Shirley. Oui. Ce que tu fais demande du courage. La plupart des gens dans ta situation appelleraient simplement la police et en finiraient. Mais tu leur donnes une chance de se voir eux-mêmes, de comprendre ce qu'ils sont devenus. C'est courageux. J'ai réfléchi à ça en quittant le restaurant. Était-ce courageux, ou était-ce simplement la fierté d'une vieille femme exigeant de ne pas partir en silence dans la nuit? Je ne savais pas, mais je savais une chose avec certitude. Lundi allait être un jour de jugement. Cet après-midi-là, j'ai dit à Jessica que j'allais à la quincaillerie pour chercher un type de charnière spécifique pour la porte du sous-sol. C'était un mensonge, bien sûr. Je n'avais pas besoin de charnière, j'avais besoin de la vérité. J'ai conduit jusqu'à un centre commercial à 3 villes de là et j'ai trouvé l'adresse sur la carte d'Arthur. Secure Home Solutions était coincé entre un salon de manucure et un bureau de préparation de déclaration de revenus. La vitrine était couverte d'un film teinté. Une petite pancarte sur la porte indiquait « Sur rendez-vous uniquement ». J'ai frappé. Un homme d'une 50aine d'années a ouvert la porte. Il avait la carrure de quelqu'un qui avait passé des années à se maintenir en forme et les yeux de quelqu'un qui en avait trop vu. « Puis-je vous aider ?» Arthur Blackwood m'envoie, ai-je dit. Je suis Shirley Stone. La reconnaissance a vacillé sur son visage. Ah, a-t-il dit. Entrez. L'intérieur du magasin n'avait rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Pas d'étagères poussiéreuses ou d'équipements obsolètes. Au lieu de cela, on aurait dit un décor de film d'espionnage, propre, moderne, avec des vitrines en verre montrant de minuscules caméras et des enregistreurs. Je suis Greg, a dit l'homme en me tendant la main. Arthur m'a dit que vous aviez des problèmes de famille.
C'est un euphémisme, ai-je dit. J'ai expliqué ce dont j'avais besoin. Pas tout, juste assez. Mon fils et ma belle-fille préparaient quelque chose. Je soupçonnais qu'ils essayaient de profiter de moi financièrement. J'avais besoin de preuves. Greg a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête. Je comprends. Et comme c'est votre maison, vous avez tout à fait le droit de surveiller ce qui s'y passe. Laissez-moi vous montrer ce que nous avons. Il m'a conduit à une vitrine et a sorti 3 petites boîtes noires, pas plus grandes qu'une boîte d'allumettes. Celles-ci sont activées par le mouvement avec des microphones intégrés. Elles transmettent directement au cloud, donc même si quelqu'un les trouve et les détruit, vous aurez toujours les images. L'autonomie de la batterie est d'environ 2 semaines. Combien, ai-je demandé. 600 $ pour le lot de 3. Je n'ai pas hésité. J'ai sorti ma carte de crédit. Greg m'a également montré un enregistreur à activation vocale assez petit pour être scotché sous une table. Celui-ci coûte 150 $. Il a une portée d'environ 6 mètres et peut enregistrer jusqu'à 48 heures sur une seule charge. Je l'ai acheté aussi. Puis Greg a passé 30 minutes à me montrer comment utiliser l'équipement, comment positionner les caméras pour les meilleurs angles, comment accéder au stockage cloud depuis mon téléphone, comment télécharger et sauvegarder les images. Pour le salon, a-t-il dit, je recommanderais de le placer derrière des livres sur une étagère. Inclinez-le vers le canapé où les gens s'assoient habituellement. Pour la cuisine, le dessus du réfrigérateur est idéal, poussé contre le mur. Ça vous donne une vue parfaite de la table. Et pour un atelier, ai-je demandé. Un grand espace ouvert? Un coin en hauteur est le mieux. Ou s'il y a une mezzanine ou un espace de rangement surélevé, c'est parfait. Une vue plongeante sur tout. J'ai payé et je l'ai remercié. Madame Stone, a dit Greg alors que je partais. Je ne connais pas les détails de votre situation, mais soyez prudente. Si quelqu'un est assez désespéré pour falsifier des documents et planifier un internement en maison de retraite, il est dangereux. Ne les sous-estimez pas. Je ne le ferai pas, ai-je promis. En rentrant chez moi, le petit sac d'équipement de surveillance semblait lourd sur le siège passager. J'ai pensé à ce que j'étais sur le point de faire, enregistrer mon propre fils, espionner ma propre famille. Mais j'ai pensé à l'atelier vide, à l'acte falsifié, au dépliant de la maison de retraite avec, déposé, écrit de la main de Jessica. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je faisais le mien. Ce week-end, je devais jouer mon rôle. Je devais leur faire croire que je perdais la tête. Samedi matin, je suis entré en traînant des pieds dans la cuisine, portant mon peignoir à l'envers. J'avais délibérément ébouriffé mes cheveux, les tirant en touffes inégales. Frank et Jessica prenaient leur petit déjeuner. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine avec une confusion fabriquée. Robert, ai-je appelé. Chérie, as-tu déjà fait le café? La tête de Jessica s'est relevée d'un coup. Frank s'est figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Robert était mon mari décédé. Maman, a dit Frank prudemment, posant sa fourchette. C'est Frank, ton fils. Papa. Papa est parti depuis 2 ans. Je l'ai regardé lentement, laissant mes yeux devenir vides. Frank, tu es si grand. Quand es-tu devenu si grand? Je suis allé au comptoir, j'ai pris la cafetière, puis je suis resté là, la tenant, la fixant comme si j'avais oublié quoi en faire. Maman, ça va? A demandé Frank en se levant. Jessica me regardait avec une attention laser. Je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux. Je ne sais pas où sont les tasses, ai-je dit, ma voix chevrotante. Cette cuisine, elle est différente. Avons-nous déménagé? Jessica s'est levée et m'a pris la cafetière des mains. Shirley, les tasses sont là où elles ont toujours été. Dans le placard, juste là. Elle a pointé, parlant lentement et fort comme si j'étais sourde. J'ai regardé le placard, puis elle. Oh, c'est vrai. Je le savais. J'ai traîné jusqu'à une chaise et je me suis assise lourdement. Frank et Jessica ont échangé un regard qui disait, elle perd vraiment la tête. Parfait. Ce soir-là, j'ai poussé plus loin. Le dîner était du poulet rôti. Jessica a mis un bol de soupe à la tomate en conserve devant moi pendant qu'elle et Frank mangeaient la bonne nourriture.
J'ai pris ma cuillère avec une prise délibérément lâche. Je l'ai levée à ma bouche, à mi-chemin, puis j'ai laissé ma main sursauter. La soupe rouge a éclaboussé la nappe blanche. Elle a coulé sur mes genoux. Pour l'amour de Dieu, Shirley, a lancé Jessica en laissant tomber sa fourchette. Regarde ce que tu as fait. J'ai regardé le désordre. J'ai laissé ma lèvre inférieure trembler. Je suis désolé, Robert, ai-je murmuré, ma voix se brisant. Je suis tellement désolé, chérie. Je ne voulais pas abîmer la nappe. La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Jessica se sont agrandis. Non pas de sympathie, mais d'excitation. Elle m'a appelé Robert, a-t-elle murmuré à Frank. Elle pense que je suis son mari décédé. Frank m'a regardé, le visage pâle. Maman, c'est Jessica, ta belle-fille. Papa. Maman est partie depuis 2 ans. J'ai regardé autour de moi, mimant la confusion. Parti? Non, il était juste là. Il faisait du café. 2 sucres. J'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai laissé échapper un sanglot. C'était de la comédie, mais les larmes étaient réelles. Je pleurais pour le manque de respect. Je pleurais parce que je devais utiliser le nom de mon mari décédé comme une arme pour sauver ma propre vie. Jessica s'est levée. Elle s'est approchée de Frank et lui a serré l'épaule. Elle s'est penchée, mais elle n'a pas chuchoté assez bas. Tu vois, a-t-elle sifflé. Je t'avais dit qu'elle était partie. Elle perd complètement la tête. C'est dangereux, Frank. Et si elle laissait la cuisinière allumée? Et si elle pensait que le bébé était, je ne sais pas, un chat? On ne peut pas avoir ça. Oui, a dit Frank en regardant la soupe sur la table. Oui, tu as raison. Elle s'aggrave rapidement. Il pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée que le loup dans le sous-sol était bien réveillé. Cette nuit-là, samedi, à 2 heures du matin, je suis passé à l'action. J'ai attendu que la maison soit silencieuse, jusqu'à être certaine que Frank et Jessica dormaient profondément. Puis je suis monté à pas de loup les escaliers du sous-sol avec mon sac d'équipement. Premier arrêt, le salon. J'avais passé l'après-midi à mémoriser la disposition. Les étagères encastrées sur le mur nord offraient un angle parfait vers le canapé où Frank et Jessica s'asseyaient chaque soir. J'ai sorti une des caméras. Elle ressemblait à un petit rectangle noir, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes. Je l'ai positionnée derrière une rangée de vieux livres reliés sur la 2e étagère, l'inclinant vers le coin salon. La caméra se fondait parfaitement dans les ombres. À moins de savoir exactement où chercher, on ne la verrait jamais. Ensuite, la cuisine. J'ai utilisé une chaise pour grimper et placer la 2e caméra sur le dessus du réfrigérateur, la poussant contre le mur. D'en bas, elle était invisible, mais elle avait une vue parfaite sur la table de la cuisine et la porte de derrière. La 3e caméra était la plus délicate. J'ai dû sortir dans le jardin pour atteindre l'atelier. La pluie avait recommencé, une légère bruine qui couvrirait tous les bruits que je ferais. Je suis sorti par la porte latérale, me déplaçant dans l'ombre. La porte de l'atelier était déverrouillée. Ils étaient si arrogants maintenant qu'ils ne prenaient même plus la peine de la sécuriser. À l'intérieur, l'odeur de peinture fraîche et de stupidité était écrasante. Les murs étaient à moitié peints de cette nuance nauséabonde de vert sauge. Mon bel établi avait disparu, remplacé par des piles de parquet stratifiées encore dans leur boîte. Mais la mezzanine, le petit espace de rangement que j'avais construit il y a des années, était toujours là. J'ai grimpé à l'échelle, mes genoux de 70 ans protestant à chaque barreau. En haut, j'ai niché la 3e caméra dans un tas de vieil isolant, l'inclinant vers le bas. De cette position, elle avait une vue plongeante sur tout le sol de l'atelier. Parfait. Je suis redescendu et je suis retourné à la maison, verrouillant la porte latérale derrière moi. De retour au sous-sol, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application que Greg m'avait installée. 3 lumières vertes sont apparues à l'écran, 3 flux de caméras actifs. J'ai tapoté le premier. Le salon est apparu, granuleux mais clair, vide et sombre. J'ai tapoté le deuxième. La cuisine, baignée dans la lueur de l'horloge du micro-ondes. J'ai tapoté le troisième. L'atelier, mon ancien sanctuaire, maintenant une coquille vide. J'ai enregistré l'application sur mon écran d'accueil et je l'ai configurée pour m'envoyer des notifications chaque fois qu'un mouvement était détecté.
Puis je me suis allongé sur mon lit au sous-sol, entièrement habillé, fixant le plafond. Lundi était dans 2 jours. 2 jours avant la fête de naissance. 2 jours avant que je ne réduise leur monde en cendres. Dimanche soir, à 20h, mon téléphone a vibré. Mouvement détecté, cuisine. J'ai attrapé mes écouteurs et j'ai ouvert l'application. Le flux de la caméra de la cuisine a rempli mon écran. Franck et Jessica entraient en riant. Franck portait une bouteille de champagne. J'ai branché mes écouteurs. L'audio était d'une clarté cristalline. Au futur, a dit Franck en faisant sauter le bouchon. Au domaine Stone, a répondu Jessica. Ils ont trinqué. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Jessica a sauté sur le comptoir de la cuisine, ses jambes se balançant. Ses yeux avaient cette lueur que j'avais appris à reconnaître, la méchanceté mêlée au triomphe. Ok, alors voici le plan, a-t-elle dit. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone, capturant l'écran. Chaque mot, chaque détail. Lundi, c'est la fête de naissance, a poursuivi Jessica. On a tous les influenceurs qui viennent, le traiteur, le photographe. Ça doit être parfait. On la garde au sous-sol toute la journée. On dit aux invités qu'elle est en croisière ou qu'elle est malade et contagieuse. Peu importe. Il faut juste la cacher. Et ensuite, a demandé Franck. Jessica a pris une gorgée de champagne. Ensuite, quand le dernier invité partira vers 18h, on appelle le 911. Franck a arrêté son verre à mi-chemin de ses lèvres. Le 911 ? Oui, a dit Jessica, sa voix pragmatique. On leur dit qu'elle est devenue violente. On leur dit qu'elle a commencé à tout casser. On dit qu'elle a menacé le bébé, qu'elle fait une crise psychotique. L'ambulance arrive. Il la sédate. Il l'emmène aux urgences pour une évaluation psychiatrique. J'ai senti mon souffle se couper dans ma gorge. De là, a poursuivi Jessica, l'assistante sociale la transfère directement à l'unité sécurisée de Sunny Meadows. J'ai déjà parlé avec eux. Ils ont un lit prêt. Franck a posé son champagne. Il avait l'air mal à l'aise. C'est intense, Jess. Une crise psychotique, menaçait le bébé. C'est grave. C'est le seul moyen de contourner la liste d'attente, a dit froidement Jessica. Si elle est un danger pour elle-même ou pour les autres, ils doivent la prendre immédiatement. Et une fois qu'elle est dans le système avec un diagnostic de démence, personne n'écoutera un mot de ce qu'elle dit sur les actes falsifiés ou les outils volés. Elle a souri. Vraiment souri. Elle ne sera qu'une autre vieille folle divagant sur des complots. Franck a repris son verre, fixant le liquide doré. Je suppose que tu as raison. C'est le seul moyen. Et le prêt, a demandé Jessica. Le visage de Franck s'est éclairci. Oh, j'ai eu l'appel de la banque aujourd'hui. Ils ont dit que c'est préapprouvé. L'argent arrive sur le compte mardi. 800 000 $, bébé. Il a regardé autour de la cuisine, ses yeux fous de désespoir et de cupidité. On va être riche. Je veux dire, à l'aise. Je rembourserai Tony. Je t'achèterai ce nouveau Range Rover que tu voulais. Peut-être qu'on pourra même prendre des vacances avant que le bébé n'arrive. Hawaï, peut-être. Il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas, basé sur un crime qu'il avait déjà commis, garanti par une maison qu'il ne possédait pas. Ça aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. Jessica a glissé du comptoir et a enlacé le cou de Franck. Je suis fière de toi, a-t-elle dit. Je sais que c'était dur, mais tu as fait ce qu'il fallait. Ta mère n'aurait jamais lâché cette maison d'elle-même. Elle s'y serait accrochée jusqu'à sa mort. Et alors ? On aurait été coincé avec des avocats de succession et des formalités pendant des années. De cette façon, c'est plus propre, a dit Franck, essayant de se convaincre. Elle reçoit des soins professionnels. On obtient la sécurité financière. Le bébé a un foyer stable. Exactement, a dit Jessica. Elle l'a embrassé. On fait ça pour notre famille, pour notre avenir. Ils sont restés là, dans ma cuisine, se tenant l'un l'autre, célébrant ma destruction. Franck s'est légèrement reculé. Tu penses vraiment qu'elle ne se souviendra de rien de tout ça ? L'atelier, les outils, l'acte ? Jessica a ri. Franck, elle m'a appelé Robert hier.
Elle pense que je suis ton père décédé. Elle se souvient à peine où sont les tasses de café. D'ici à ce qu'elle soit à semi-dose, elle sera tellement confuse et droguée que même si elle essaie de dire quelque chose à quelqu'un, ils penseront juste que c'est la démence qui parle. Et la fête de naissance ? A demandé Franck. Tu ne penses pas que la voir au sous-sol pendant la fête est risqué ? S'il te plaît, a ricané Jessica. Je verrouillerai la porte du sous-sol. Elle est faible. Elle est vieille. Même si elle essayait de monter, elle ne pourrait pas passer une porte verrouillée. Et tout le monde sera de toute façon dehors dans le jardin, près de l'atelier. Je veux dire, l'espace chambre d'enfant. Personne n'entendra rien. Quand est-ce que l'ambulance arrive ? A demandé Franck. 18h15, a dit Jessica. J'ai déjà arrangé ça avec la ligne de crise. J'appellerai à 18h et je leur dirai qu'on a une urgence. Personne âgée violente, danger pour un nourrisson. Ils auront une équipe ici en moins de 15 minutes. Et les papiers d'internement ? Déjà remplis, a dit Jessica. Ils sont dans le tiroir de mon bureau. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les signer quand l'assistante sociale arrivera. Elle a repris son verre de champagne et l'a levé. À lundi, a-t-elle dit, le jour où on prendra enfin le contrôle de nos vies. Franck a trinqué avec elle. À lundi. Le jour où on dira au revoir à maman. Je les ai regardés boire. Je les ai regardés rire. Je les ai regardés planifier mon emprisonnement dans ma propre maison. Et j'ai souri dans l'obscurité de ma cellule au sous-sol, parce que j'avais chaque mot, chaque détail, chaque étape froide et calculée de leur conspiration en résolution 4K. Je suis resté éveillé le reste de la nuit, rejouant l'enregistrement encore et encore. Non pas parce que j'avais besoin de le mémoriser ou la vidéo était sauvegardée sur le cloud, triplement sauvegardée, mais parce que j'avais besoin de comprendre quelque chose. Comment avais-je élevé un fils capable de cela ? J'ai repensé à Franck petit garçon. Le doux et gentil Franck, qui m'apportait des pissenlits du jardin. Franck, qui pleurait quand il marchait accidentellement sur une fourmilière parce qu'il ne voulait pas blesser les fourmis. Quelque part en chemin, ce petit garçon était devenu un homme qui pouvait regarder sa mère dans les yeux et planifier sa destruction. Était-ce ma faute ? L'avais-je gâté, trop protégé, trop donné ? Ou était-ce l'influence de Jessica, la pression constante pour maintenir une image, pour vivre un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre ? Peut-être étaient-ce les deux. Peut-être ni l'un ni l'autre. Peut-être que certaines personnes craquent simplement quand la pression devient trop forte. Dimanche matin, j'ai joué mon rôle à la perfection. Je suis monté à l'étage en peignoir, les cheveux en désordre, et j'ai demandé à Jessica si elle avait vu mes chaussures. Elles sont à tes pieds, Shirley, a-t-elle dit, levant à peine les yeux de son téléphone. J'ai baissé les yeux sur mes pantoufles et j'ai cligné des yeux. Oh, c'est vrai. Je le savais. Au déjeuner, j'ai oublié d'utiliser une serviette, laissant la soupe couler sur mon menton. Franck a dû m'essuyer le visage comme si j'étais une enfant. J'ai vu le regard qu'ils ont échangé. Soulagement, satisfaction, certitude. Ils étaient certains que j'étais partie, certains que j'étais impuissante. Ils n'avaient aucune idée que j'étais la plus dangereuse que j'ai jamais été. Cet après-midi-là, pendant qu'ils étaient sortis acheter les derniers articles de fête, j'ai fait un dernier voyage. Je suis allé à une imprimerie et j'ai imprimé des captures d'écran de la vidéo, des images en couleur haute résolution de Franck et Jessica trinquant à leur conspiration, des notes de Jessica sur la maison de retraite, du calendrier de mon urgence psychiatrique. J'ai imprimé 20 copies de chaque image. Puis je suis allé dans un magasin de fournitures de bureau et j'ai acheté un petit projecteur et un écran portable. Quand Franck avait mentionné la fête de naissance, Jessica avait parlé d'installer un poste d'ouverture de cadeaux avec une caméra pour sa diffusion en direct. J'allais donner à ses abonnés un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. De retour au sous-sol, j'ai étalé mes preuves sur le lit, l'acte falsifié, le dépliant de la maison de retraite, les relevés bancaires, le fichier vidéo sur mon téléphone, les captures d'écran imprimées, tout ce dont j'avais besoin pour les détruire. J'ai pensé à Robert. Que dirait-il s'il pouvait me voir maintenant ? Je pense qu'il me dirait d'être prudente, d'être intelligente, mais il me dirait aussi de me battre. Alors, c'est ce que j'allais faire. Demain, c'était lundi. Demain, c'était la guerre. Je me suis réveillé à l'aube le lundi matin.
Non pas parce que j'avais dormi ou je ne l'avais pas fait, mais parce que les premiers rayons de pâle lumière du soleil de Seattle filtraient par la fenêtre crasseuse du sous-sol, et que j'entendais du mouvement à l'étage. Aujourd'hui était le jour. Je me suis habillé avec soin. Pas mes vêtements de travail, pas la tenue qu'ils attendaient. J'ai mis mon meilleur pantalon noir et un chemisier blanc impeccable, la tenue que j'avais portée aux funérailles de Robert, la tenue qui me faisait me sentir forte et digne. Puis je l'ai recouverte de la salopette tachée et du chapeau de paille écrasé que Jessica m'avait donné, le costume de jardinière. Je me suis regardé dans le petit miroir accroché au mur du sous-sol. Je ressemblais à deux personnes différentes, la vieille femme brisée qu'il voyait et la guerrière en dessous. Parfait. À l'étage, je pouvais entendre le chaos commencer. Des camions arrivaient, Jessica aboyait des ordres, Frank courait partout comme une poule sans tête. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Le fichier vidéo était téléchargé sur le cloud. Les captures d'écran étaient dans mon sac. Arthur m'avait envoyé un texto à 6 heures, les papiers sont prêts. On se voit à 13 heures. Tout était en place. Je devais juste tenir les prochaines heures sans sortir de mon rôle. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai murmuré une prière à Robert, et j'ai monté les escaliers du sous-sol. La cuisine était une zone de guerre. Le personnel du traiteur entrait et sortait en transportant des plateaux et des boîtes. Un fleuriste arrangeait d'énormes bouquets d'hortensias blancs. Quelqu'un installait une tour de champagne sur l'îlot de la cuisine. Jessica se tenait au centre de tout cela, vêtue d'une robe rose fluide qui coûtait probablement plus que mes courses mensuelles. Ses cheveux étaient coiffés en boucles élaborées, son maquillage impeccable. Elle ressemblait à une princesse. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui prévoyait de faire interner sa belle-mère dans un service psychiatrique dans 7 heures. Shirley, a-t-elle appelé quand elle m'a vu? Juste à temps. Tiens. Elle m'a tendu un sac en plastique. Je savais déjà ce qu'il y avait à l'intérieur, la salopette, le chapeau. On a déjà vu ça, a dit Jessica, sa voix tendue de stress. Tu es la jardinière aujourd'hui, le personnel. Tu te tiens près du portail d'entrée. Tu t'assures que personne ne se gare sur la pelouse. Tu tailles les haies. Tu n'entres pas. Tu ne parles pas aux invités. Si quelqu'un te demande qui tu es, tu souris et tu hoches la tête. C'est tout. Compris? J'ai laissé mes yeux devenir vides. J'ai hoché la tête lentement. Compris, ai-je répété, ma voix plate. Jessica a étudié mon visage un instant, cherchant le moindre signe de rébellion ou de conscience. Elle n'en a vu aucun. Bien, a-t-elle dit. Maintenant, va te changer dans le garage ou la chambre d'enfant et sors. Les premiers invités seront là dans 1 heure. J'ai traîné vers l'atelier, serrant le sac. À l'intérieur, j'ai enfilé la salopette par-dessus mes beaux vêtements. J'ai enfoncé le chapeau de paille sur ma tête, le tirant bas. J'ai regardé l'espace vide où se trouvait autrefois ma scie à table, où étaient suspendus les ciseaux de mon père. Pour toi, papa, ai-je murmuré. Et pour Robert. Et pour toutes les femmes à qui on a dit qu'elles étaient trop vieilles, trop faibles, trop invisibles pour compter. J'ai pris les cisailles et dans le tas d'outils que Frank n'avait pas pris la peine de mettre en gage où il ne valait pas assez et je suis allé à mon poste au portail d'entrée. La première voiture est arrivée à 11h30, une Tesla blanche étincelante. Une femme d'une trentaine d'années est sortie, portant des lunettes de soleil de créateur et un sac cadeau qui coûtait probablement plus cher que le cadeau à l'intérieur. Elle est passée juste devant moi sans un regard. Puis est venue une BMW, puis un Range Rover, puis une Mercedes. Pour 50 000 $ de voitures alignées dans ma rue, et pas une seule n'a vu la femme de 70 ans debout près du portail en salopette. J'étais invisible. Un accessoire, une partie du paysage. Un homme portant un polo rose et des mocassins sans chaussettes s'est même arrêté et m'a pointé du doigt. Sympa la touche du jardinier authentique, a-t-il dit à sa femme. Très Downton Abbey. Ils ont ri et sont passés. Je suis resté là, mes mains agrippant les cisailles, écoutant à travers mon écouteur Jessica accueillir les invités dans le jardin. Oh, merci beaucoup. Oui, on a fait toutes les rénovations nous-mêmes. Frank a un tel œil pour le design. La chambre d'enfant était un garage, mais on l'a complètement transformé. Des murs vert sauge, du parquet, un petit coin yoga adorable. La mère de Frank? Oh, elle voyage en Europe en ce moment.
Dans le sud de la France, je crois. C'est une vraie aventurière pour son âge. Des mensonges. Tous des mensonges. Mais plus pour longtemps. À 12h45, j'ai vu ce que j'attendais. Une Lincoln Town Car noire impeccable a tourné dans la rue, se déplaçant lentement comme un requin qui encercle sa proie. Arthur Blackwood était arrivé. Arthur s'est garé directement devant le portail, bloquant l'allée. Il est sorti de la voiture, vêtu d'un costume 3 pièces gris anthracite qui semblait appartenir à une salle d'audience des années 1950. Il portait une mallette en cuir dans une main et sa canne en acajou dans l'autre. Il n'avait pas l'air d'un invité à la fête. Il ressemblait à la colère de Dieu en fine rayure. Il s'est approché de l'endroit où je me tenais et s'est arrêté. Ses yeux ont parcouru du chapeau de paille à la salopette tachée jusqu'aux cisailles bon marché dans mes mains. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis la mâchoire d'Arthur s'est crispée. La fureur a brillé derrière ses lunettes, pas contre moi, mais pour moi. Il a levé son chapeau, un geste de respect d'un professionnel à un autre. Puis il est passé devant moi, a remonté l'allée vers le jardin où la fête battait son plein. J'ai posé les cisailles. Elles ont cliqueté sur le pavé. J'ai enlevé le chapeau de paille et je l'ai jeté sur l'herbe. J'ai ouvert la fermeture éclair de la salopette et je m'en suis sorti. En dessous, je portais mon costume de funérailles, mon costume de dignité. J'ai redressé mon col, lissé mes cheveux. J'ai sorti de ma poche l'écouteur Bluetooth. Je n'avais plus besoin d'écouter. J'en avais fini d'être le public. Il était temps de monter sur scène. J'ai suivi Arthur dans l'allée, marchant la tête haute, marchant comme la femme qui possédait le béton sous mes pieds. Frank a vu Arthur le premier. Il se tenait sur la terrasse arrière avec un groupe d'hommes fumant des cigares. Son sourire a vacillé. La confusion a traversé son visage. Puis il m'a vu marcher derrière l'avocat. Pas en traînant des pieds, pas confuse, pas la vieille femme sénile de ce matin. Ses yeux se sont agrandis. Le cigare est tombé de ses doigts et a roulé sur la terrasse. « Maman » a-t-il balbutié. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ?» Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas répondu. Je suis passé juste devant lui, par les portes-fenêtres ouvertes, dans mon salon où 50 personnes étaient rassemblées, sirotant du champagne et admirant le goût de Jessica en matière de décoration. Jessica était au centre d'un cercle de femmes, tenant un minuscule body, riant à quelque chose que quelqu'un avait dit. J'ai marché droit vers le meuble de divertissement dans le coin où elle avait installé sa station de diffusion en direct, une caméra professionnelle sur un trépied, un anneau lumineux, un ordinateur portable connecté à un grand écran de projection. L'écran montrait actuellement un diaporama de photos d'échographie sur fond de musique douce au piano. Je me suis approché de l'ordinateur portable et j'ai arraché le cordon d'alimentation du mur. La musique s'est arrêtée avec un grincement électronique. La pièce est devenue silencieuse. 50 têtes se sont tournées pour me regarder. Jessica a lâché le body. Shirley, a-t-elle sifflé, le visage rouge. Qu'est-ce que tu crois faire ? Retourne dehors. Tu te ridiculises. Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé la foule d'influenceurs, d'investisseurs et de gens qui comptent. J'ai pris le microphone que Jessica avait installé pour son segment d'ouverture de cadeaux. Il était lourd dans ma main, de qualité professionnelle, sans fil. Il n'avait lésiné sur aucune dépense. Avec mon argent. J'ai tapoté le microphone 2 fois. Le son a retenti dans les haut-parleurs, faisant sursauter plusieurs invités. Bonjour, ai-je dit. Ma voix a rempli la pièce, forte et claire. Pas la voix chevrotante d'une vieille femme confuse, la voix de quelqu'un qui avait passé 50 ans à se faire entendre sur des chantiers de construction pleins d'hommes qui ne voulaient pas écouter. Jessica a commencé à s'avancer vers moi, mais Arthur s'est mis sur son chemin. « Je ne ferai pas ça », a-t-il dit doucement. Elle s'est arrêtée. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, ai-je poursuivi en balayant la pièce du regard, je m'appelle Shirley Stone. Je ne suis pas la jardinière. Je ne suis pas le personnel. Et je ne suis certainement pas une magnate du vin vivant dans le sud de la France. J'ai vu l'homme au polo rose, celui qui avait fait le commentaire sur Downton Abbey, se recroqueviller dans la foule. Il avait l'air embarrassé. Bien. Je suis menuisière, ai-je dit. J'ai construit le sol sur lequel vous vous tenez. J'ai monté ces murs.
J'ai posé les bardeaux de ce toit. C'est ma maison. J'ai regardé Franck. Il était appuyé contre le mur, la tête dans les mains. Mon fils et sa femme vous ont dit que j'étais absente. Ils vous ont dit que je voyageais. Ils vous ont dit que j'étais quelqu'un que je ne suis pas. Ils ont fait ça parce qu'il est plus facile de voler un fantôme que de voler une femme qui se tient juste devant vous. Shirley, arrête ça, a crié Jessica. Elle pleurait maintenant, des larmes de pure rage, ruinant son maquillage parfait. Quelqu'un, appelez une ambulance. Elle fait une crise. Elle est confuse. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. J'ai levé la main. La lumière du lustre a attrapé mon alliance. Je sais exactement ce que je dis, ai-je dit. Et je sais exactement quel jour nous sommes. C'est le jour où vous avez décidé de me jeter. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je me suis approché de l'ordinateur portable. Le câble le reliant au projecteur était toujours là, un cordon HDMI. J'ai débranché l'ordinateur portable de Jessica. Tu voulais déballer des cadeaux, ai-je dit à Jessica. Tu voulais montrer au monde ce que tu as. Eh bien, j'ai un cadeau pour toi aussi. Les yeux de Jessica se sont agrandis. Elle a soudain compris ce qui se passait. Franck, arrête-la, a-t-elle hurlé. Elle va nous ruiner. Franck s'est détaché du mur. Il a fait un pas vers moi, le visage tordu de panique. Maman, non. Quoi que ce soit, s'il te plaît, non. Arthur s'est avancé. Il a frappé le lourd bout de sa canne sur le sol. Ça a sonné comme un marteau de juge. Assieds-toi, mon garçon, a grondé Arthur. À moins que tu ne veuilles ajouter l'agression à ta liste de crimes. Franck s'est figé. J'ai branché le câble sur mon téléphone. J'ai un film de famille pour vous tous, ai-je dit au microphone. Très spontané, très éclairant. J'ai tapoté mon écran. Le projecteur a vacillé derrière moi. La vidéo a rempli l'immense écran. Des images de caméras de sécurité granuleuses. L'horodatage dans le coin indiquait, dimanche, 20h47. La voix enregistrée de Jessica a retenti dans les haut-parleurs. Alors, voici le plan. Lundi, c'est la fête de naissance. On la garde au sous-sol toute la journée. La pièce a éclaté en halètement. Une femme au premier rang a couvert sa bouche de sa main. À l'écran, Jessica a continué, on dit aux invités qu'elle est en croisière ou qu'elle est malade et contagieuse. Peu importe. Il faut juste la cacher. La voix de Franck, et ensuite? Ensuite, quand le dernier invité partira vers 18h, on appelle le 911. J'ai observé les visages dans la foule. J'ai vu la confusion se transformer en choc, puis en horreur. Il assistait à un complot. Il regardait un jeune et beau couple comploter pour se débarrasser d'une vieille femme comme si elle était un déchet. On leur dit qu'elle est devenue violente, a poursuivi l'enregistrement. On dit qu'elle fait une crise psychotique. L'ambulance arrive. Il la sédate. Il l'emmène aux urgences pour une évaluation psychiatrique. À l'écran, Jessica a ri. Le son a résonné dans mon salon, froid et laid. Une fois qu'elle est dans le système avec un diagnostic de démence, personne n'écoutera un mot de ce qu'elle dit sur les actes falsifiés ou les outils volés. Elle ne sera qu'une autre vieille folle divagant sur des complots. J'ai mis la vidéo en pause juste là. J'ai figé l'image sur le visage souriant et triomphant de Jessica. Le silence dans la pièce était absolu. Le genre de silence qui se produit quand un masque est arraché et que le monstre en dessous est révélé. Je me suis tourné pour regarder Jessica. Elle ne pleurait plus. Elle était pâle, tremblante, cherchant du regard un allié, quelqu'un pour lui dire que ce n'était pas en train de se produire. Mais personne ne croisait son regard. Ses amis, ses abonnés, les gens qu'elle avait tant essayé d'impressionner, ils me regardaient tous. Il n'y a pas de rénovation de chambre d'enfant, ai-je dit doucement au microphone. Il n'y a pas de budget. Il n'y a qu'un fils qui a volé les outils de sa mère pour payer une dette de jeu et une belle-fille qui a falsifié un acte pour voler une maison qu'elle n'a pas méritée. J'ai pointé l'écran derrière moi. Cette vidéo ne ment pas. Votre plan était de m'enfermer dans un service psychiatrique pour que je ne puisse dire à personne ce que vous aviez fait. Pour m'effacer, pour me faire disparaître. J'ai sorti le dépliant de la maison de retraite de ma poche et je l'ai tenu en l'air. Peut-être déposé lundi matin, ai-je lu de l'écriture de Jessica.
comme si j'étais un sac de vieux vêtements, comme si j'étais un déchet. La foule a commencé à murmurer. Les téléphones étaient sortis maintenant. Les gens enregistraient. La caméra de diffusion en direct de Jessica tournait toujours, capturant chaque instant. Cela était diffusé à ses 5000 abonnés en temps réel. Jessica s'est jetée en avant, cherchant mon téléphone, l'ordinateur portable, n'importe quoi qui pourrait arrêter ça. « Éteins ça », a-t-elle hurlé. « Éteins ça tout de suite, vieille. » Arthur a attrapé son poignet en plein vol. Il l'a tenu fermement mais sans lui faire mal. « Je ne ferai pas ça, Madame Stone », a dit Arthur. Falsifier des preuves est une autre accusation que vous ne pouvez vraiment pas vous permettre en ce moment. J'ai sorti une enveloppe de mon autre poche, celle qu'Arthur m'avait donnée ce matin. Tu voulais cette maison, Frank, ai-je dit en regardant mon fils. Tu étais prêt à falsifier ma signature pour l'obtenir. Tu étais prêt à m'enfermer pour la garder. J'ai jeté l'enveloppe par terre devant lui. Elle a atterri avec un bruit sec. Mais voici la chute, mon fils. Voici la blague. Frank a ramassé l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il a sorti les papiers à l'intérieur. Tu as falsifié une signature sur un acte de renonciation, ai-je dit. Tu as transféré le titre de Shirley Stone à Frank Stone. Où c'est ce que tu pensais? Je me suis approché de lui. Mais Shirley Stone ne possède pas cette maison. Frank a cligné des yeux. Quoi? La foule s'est penchée, sentant une autre révélation. Il y a 10 ans, ai-je dit, après que tu aies été arrêté pour conduite en état d'ivresse et que tu aies essayé de poursuivre le département de police, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que tu n'avais aucun sens des responsabilités, aucune compréhension des conséquences. J'ai fait un geste vers Arthur. Alors, Robert et moi nous sommes assis avec Monsieur Blackwood ici, et nous avons tout déplacé, la maison, le terrain, les comptes d'épargne. Nous avons tout mis dans le trust irrévocable de la famille Stone. Arthur s'est avancé, sortant des documents de sa mallette. Le propriétaire légal de cette propriété, a dit Arthur, sa voix portant à travers la pièce silencieuse, est le trust irrévocable de la famille Stone. Madame Stone est la bénéficiaire principale. Je suis le fiduciaire. Il a regardé Frank. Quand vous avez falsifié la signature de votre mère, vous avez falsifié la signature d'une bénéficiaire, pas de la propriétaire. Cet acte que vous avez déposé auprès du comté, il ne vaut rien, il est légalement nul. Vous ne pouvez pas transférer une propriété que vous ne possédez pas personnellement. Le visage de Frank est devenu blanc. Les papiers sont tombés de ses mains. Tu veux dire? Le prêt? Le prêt n'allait jamais être financé, Frank, ai-je dit. La société de titres aurait découvert le trust lors de son examen. La banque le sait. Ils le savent depuis des jours. Ils te donnaient juste de la corde pour te pendre. Jessica regardait maintenant Frank, la bouche ouverte. Tu avais dit que l'argent arrivait mardi, a-t-elle murmuré. Tu avais dit que c'était approuvé. Je pensais que c'était le cas, a dit Frank, sa voix se brisant. La banque a dit. La banque a menti, a simplement dit Arthur. À la demande de Madame Stone. Nous voulions voir jusqu'où vous iriez. J'ai regardé Frank, vraiment regardé. Tu as essayé de voler une maison que tu ne possédais pas, en utilisant de l'argent que tu n'obtiendrais jamais, pour payer une dette que tu as créée en jouant ton avenir, et tu étais prêt à détruire ta propre mère pour le faire. Frank s'est agenouillé. Maman, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'étais désespéré. Tony allait. Je me fiche de ce que Tony allait faire, ai-je dit. Tu avais des choix, Frank. Tu aurais pu demander de l'aide. Tu aurais pu être honnête. Au lieu de ça, tu as choisi de trahir la femme qui t'a tout donné. Jessica s'est avancée vers moi, le visage un masque de fureur. Et alors, a-t-elle craché. Alors l'acte est faux. Très bien. On vit ici. On a des droits de locataire. Tu ne peux pas simplement jeter une femme enceinte à la rue. On te combattra. On restera ici jusqu'à... Non, a interrompu Arthur. Vous ne le ferez pas. Il a sorti un autre document de sa mallette. Clause 14, section B des statuts du trust, a-t-il lu. Tout acte d'abus physique,
émotionnel ou financier dirigé contre le bénéficiaire principal par tout résident de la propriété du trust constitue une violation immédiate de l'accord de résidence. Il a regardé Jessica par-dessus ses lunettes. Une telle violation déclenche une révocation automatique et immédiate de tous les privilèges de vie. En clair, Madame Stone, vous avez renoncé à votre droit d'être ici au moment où vous avez comploté pour faire interner Madame Stone sous de faux prétextes. Le visage de Jessica a perdu toute couleur. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle murmuré. J'ai un bébé qui arrive. Alors tu aurais dû y penser, ai-je dit, avant d'essayer de détruire la femme qui a mis le toit au-dessus de la tête de ce bébé. C'est là que je les ai entendues. Les sirènes. Elles ont commencé basses et lointaines, puis sont devenues plus fortes, hurlant dans la rue tranquille de la banlieue. Des lumières bleues et rouges ont clignoté contre les fenêtres du salon, baignant les décorations pastel de couleurs stroboscopiques dures. Frank s'est relevé en se débattant. Il a regardé la fenêtre, puis moi. Maman, a-t-il dit, la voix tremblante. Maman, dis-moi que tu ne l'as pas fait. Je ne les ai pas appelés, Frank, ai-je dit doucement. C'est la banque qui l'a fait. Lorsque vous avez soumis une demande de prêt frauduleuse en utilisant un acte falsifié, vous avez commis une fraude bancaire fédérale. Ils sont tenus de le signaler. La porte d'entrée s'est ouverte en grand. 3 policiers sont entrés. Ils avaient l'air sérieux, comme des hommes qui avaient vu les preuves et savaient exactement qui ils cherchaient. L'un d'eux s'est avancé. Il a repéré Frank immédiatement. Frank Stone? Frank a reculé, heurtant le mur. Oui. Frank Stone, vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire, falsification de documents illégaux et abus de faiblesse sur personne âgée. Mettez les mains derrière le dos. Jessica a hurlé. C'était un son brut, primal. Non. Vous ne pouvez pas l'emmener. On a des projets. On a de l'argent qui arrive. L'officier l'a ignoré. Il a fait pivoter Frank et lui a passé les menottes. Le métal a cliqué, un son final et décisif. Le son d'une porte se fermant sur un avenir qui n'a jamais existé. Frank a regardé par-dessus son épaule vers moi alors qu'il le conduisait vers la porte. Il pleurait ouvertement maintenant. Maman, aide-moi, sanglota-t-il. S'il te plaît, je suis ton fils. J'ai senti mon cœur se fissurer. Parce que malgré tout, il était toujours mon fils, le petit garçon qui m'apportait des pissenlits, l'enfant que j'avais bercé 1000 fois pour l'endormir. Mais il était aussi l'homme qui avait essayé de m'effacer. Je me suis approché de lui. Je me suis penché pour que lui seul puisse entendre. Tu étais mon fils, Frank, ai-je murmuré. Maintenant, tu n'es qu'un homme qui a appris que le prix de la trahison est plus élevé que n'importe quel prêt que tu peux obtenir. Ils l'ont fait sortir par la porte, sous les gyrophares. Une femme officier s'est approchée de Jessica. Madame, nous avons besoin que vous veniez au poste pour un interrogatoire concernant votre rôle dans le complot visant à commettre des abus sur personnes âgées et votre participation à la liquidation d'actifs. Jessica hurlait maintenant, me pointant du doigt. C'est tout elle. Elle est folle. Elle est confuse. Vous ne pouvez rien croire de ce qu'elle dit. Elle est atteinte de démence. Arthur s'est avancé avec un autre document. Officier, Madame Jessica Stone a admis sur une vidéo enregistrée, dont nous avons plusieurs copies, avoir planifié un faux rapport de police concernant une crise de santé mentale. Nous porterons plainte pour complot et fraude. L'officier a hoché la tête. Madame, vous n'êtes pas en état d'arrestation pour le moment, mais vous devez venir avec nous. Alors qu'ils emmenaient Jessica, elle s'est retournée vers moi. Son visage était tordu de haine. Tu as ruiné ma vie, a-t-elle hurlé. Tu as tout ruiné. Non, ai-je dit doucement. Tu as ruiné ta propre vie. J'ai juste fait en sorte que tout le monde puisse le voir. La porte s'est refermée derrière eux. Les invités fuyaient déjà. Ils se sont précipités par la porte de derrière, la porte latérale, n'importe où pour échapper au scandale. Leur téléphone était sorti. Ils envoyaient des textos, tweetaient, publiaient. La fête parfaite de Jessica était maintenant virale pour toutes les mauvaises raisons. En 1 heure, la maison était vide. La tour de champagne était à moitié finie sur le comptoir. Les hortensias blancs se fanaient déjà. La bannière, Bébé Stone, pendait de travers d'un coin.
Je me tenais seul au milieu de la ruine. Arthur s'est approché et a posé une main sur mon épaule. « C'est fait, Shirley » a-t-il dit doucement. « Je m'occuperai de la comparution demain. Je m'occuperai de l'expulsion officielle. Tu n'auras pas à les revoir avant le procès. »« Merci, Arthur » ai-je dit. « Pour tout. » Il a hoché la tête et est sorti vers sa Lincoln, me laissant seul dans ma maison. Ma vraie maison. Pas le sous-sol, pas une cellule. La mienne. L'air était vif et pur. La pluie avait cessé et une pâle lumière de soleil de novembre filtrait à travers les arbres du jardin. Je me tenais à l'entrée de mon atelier. Il avait l'air différent maintenant. L'odeur de désodorisant à la lavande bon marché de Jessica avait disparu, récurée avec de l'eau de javel et un travail acharné. La peinture vert sauge était recouverte d'une nouvelle couche de blanc vif et propre. Le parquet stratifié qu'elle avait empilé dans le coin était dans une benne. Mais surtout, l'atelier n'était plus silencieux. Un camion de livraison faisait marche arrière dans l'allée, son alarme de recul émettant un rythme régulier. 2 hommes en uniforme bleu ont sauté et ont ouvert le haillon. « Livraison pour Shirley Stone » a crié le chauffeur. « C'est moi » ai-je dit en m'avançant. Ils ont déchargé la première caisse. Elle était lourde. Il leur a fallu être 2 et un diable pour la déplacer. Ils l'ont roulée dans l'atelier et l'ont posée exactement là où se trouvaient les anciennes taches de rouille. J'ai arraché l'emballage en carton. En dessous se trouvait de la fonte et de l'acier brillant. Une nouvelle scie à table Powermatic, plus grande que l'ancienne, meilleur moteur, technologie d'arrêt de sécurité. Ensuite sont venues la scie à ruban, puis la raboteuse, puis la dégauchisseuse. J'ai passé la matinée à les diriger, regardant mon atelier se remplir à nouveau. Ce n'était pas seulement du métal et des moteurs. C'était de la possibilité. C'était l'avenir qui revenait au présent. Quand les livreurs sont partis, je me suis tenu au centre de la pièce. Ça sentait la graisse d'emballage et le caoutchouc neuf. C'était une bonne odeur, mais il manquait encore quelque chose. Je me suis approché du nouvel établi que j'avais construit au cours des 3 derniers jours. En érable massif, épais et lourd. J'ai ouvert une petite boîte en bois qui se trouvait sur la surface. À l'intérieur se trouvaient les ciseaux de mon père. Je les avais trouvés dans le coffre de la voiture de Franck avant que la dépanneuse ne l'emporte. Il ne les avait pas mis en gage. Il les avait oubliés, probablement parce qu'il ne savait pas ce qu'ils valaient. Pour lui, ce n'était que de vieux outils rouillés. Pour moi, c'était le Saint Graal. J'ai sorti le ciseau le plus large. J'ai senti son poids dans ma main. Le manche était familier, accueillant. J'ai pris un morceau de chêne blanc que j'avais choisi à la scierie hier. Je l'ai serré à l'établi. J'ai mis mon tablier en cuir, noué les ficelles dans mon dos, ajusté mes lunettes de sécurité. J'ai placé le tranchant du ciseau contre le bois. J'ai poussé. L'acier a tranché le grain avec un bruit de murmure, enroulant un long copeau de bois parfait. L'odeur de chêne coupé s'est élevée, vive et douce. Elle a rempli la pièce, chassant les fantômes de ces derniers mois. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'odeur de sueur. J'avais 70 ans. Mon fils était en prison, en attente de son procès. Ma belle-fille faisait face à des accusations. Mon compte en banque était meurtri, bien que le trust soit en sécurité. Mais en regardant le copeau de bois sur l'établi, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas pauvre. Je n'étais pas brisé. J'étais une créatrice. J'étais une bâtisseuse. Et j'avais encore du travail à faire. Le procès de Franck était fixé pour février. Arthur m'a dit que le procureur proposait une négociation de plaidoyer, 3 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle si Franck témoignait contre l'usurier, Tony. Les accusations de Jessica étaient moins graves puisqu'elle n'avait rien falsifié elle-même. Elle risquait probablement une probation et des travaux d'intérêt général, mais sa carrière d'influenceuse était terminée. La vidéo était devenue virale, 12 millions de vues et ce n'était pas fini. Tous ses sponsors l'avaient lâchée. Tous ses contrats de marque annulés. Elle était retournée vivre chez ses parents en Arizona, emportant sa honte et son bébé à naître avec elle. Je ne me sentais bien avec rien de tout ça. Il n'y a aucune joie à voir son propre enfant faire face à la prison. Aucune satisfaction à savoir que son petit-fils naîtrait pendant que son père serait derrière les barreaux.
Mais je ne regrettais pas non plus ce que j'avais fait, car l'alternative était pire. L'alternative, c'était moi, enfermé à semi-dose, drogué et oublié, pendant qu'il vivait dans ma maison et dépensait de l'argent qu'il m'avait volé. L'alternative, c'était le silence. L'acceptation. Les laisser m'effacer parce que se battre était trop dur, trop désordonné, trop inconfortable. J'avais passé 50 ans dans une industrie dominée par les hommes à prouver que j'étais assez forte, assez compétente, assez bonne. J'avais affronté des contremaîtres qui disaient que les femmes ne pouvaient pas gérer la construction. J'avais surpassé des hommes de la moitié de mon âge. J'avais bâti une réputation en étant plus coriace que je n'en avais l'air. Je n'allais pas laisser ma propre famille me faire disparaître. Un après-midi, environ 2 semaines après la fête de naissance, j'ai eu une visite. J'étais dans l'atelier, travaillant sur un petit cheval à bascule que je construisais pour le refuge pour enfants du centre-ville, quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai levé les yeux. C'était Franck. Il était en liberté sous caution, portant un bracelet électronique sous son jean. Il avait l'air mince, hanté, 10 ans de plus qu'il y a un mois. « Maman » a-t-il dit. « On peut parler ?» J'ai posé mon ciseau. « Tu as 5 minutes. » Il est entré, regardant autour de lui le nouvel équipement, les murs propres, l'odeur de surfraîche. « C'est beau » a-t-il dit, comme avant. « Que veux-tu, Franck ?» Il a pris une profonde inspiration. « Je voulais dire que je suis désolé. Vraiment désolé. Pas parce que je me suis fait prendre. Pas parce que je vais en prison, mais parce que je t'ai fait du mal. Parce que je t'ai trahi. Parce que je suis devenu quelqu'un que je n'aurais jamais cru pouvoir être. » Je l'ai regardé, cherchant la sincérité sur son visage. Je l'ai trouvé. Mais j'ai aussi trouvé autre chose, de l'apitoiement sur soi. La conviction qu'il était la vraie victime dans tout ça. « J'accepte tes excuses » ai-je dit. « Mais je ne te pardonne pas. Pas encore. Peut-être jamais. Tu dois le mériter, Franck, et il faudra plus que des mots. » Il a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. « Je sais. Je voulais juste. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce que j'ai fait, ce que je suis devenu. » Bien, ai-je dit. Parce que c'est le premier pas. 3 mois plus tard, un froid matin de février, j'ai reçu un appel de l'Arizona. La mère de Jessica. « Shirley, le bébé est là. Un garçon, 3,3 kg. Jessica. Elle voulait que tu le saches. » Mes mains tremblaient en tenant le téléphone. « Comment s'appelle-t-il ? » Robert. Elle l'a appelé Robert. D'après son grand-père. J'ai dû m'asseoir. Il l'avait appelé d'après mon mari. D'après l'homme qui avait appris à Franck à être gentil, honnête, fort. L'ironie ne m'a pas échappé. Est-ce que Jessica va bien? Physiquement? Oui. Émotionnellement? La femme a fait une pause. Elle lutte. Elle n'a pas de travail, pas de revenus, pas de perspective. Le bébé mérite mieux que ça. Je savais ce qu'elle demandait, ce qu'elle espérait. De l'argent, du soutien, du pardon. Dites à Jessica, ai-je dit lentement, que je vais créer un fonds en fiducie pour Robert. $500 par mois jusqu'à ses 18 ans pour les couches, la nourriture, les vêtements, les produits de première nécessité. Rien de plus. Elle n'y aura pas accès directement. Il sera géré par un tiers. Shirley, c'est incroyablement généreux. Ce n'est pas pour elle, ai-je dit. C'est pour Robert. Il n'a pas choisi ses parents. Il n'a pas demandé à naître dans ce gâchis. Il mérite une chance. Voudrais-tu venir le rencontrer? J'ai réfléchi à ça, à tenir mon petit-fils, à regarder dans les yeux d'une toute nouvelle personne qui portait mon sang, mon nom. Pas encore, ai-je dit. Mais un jour, quand Franck aura payé sa dette, quand Jessica aura prouvé qu'elle peut être une vraie mère, quand ils auront tous les deux mérité le droit de me le demander. Je comprends. Dites à la mère de Robert que j'espère qu'elle profitera de ce temps pour devenir la femme dont son fils a besoin qu'elle soit. Dites-lui que l'argent ne peut pas acheter le caractère, mais que les conséquences peuvent l'enseigner. Je le ferai. Après avoir raccroché,
je suis restée assise dans mon atelier pendant un long moment. Un petit-fils nommé Robert. Peut-être y avait-il de l'espoir après tout. Peut-être que cette histoire ne devait pas se terminer avec rien d'autre que de l'amertume et des relations brisées. Peut-être qu'un jour nous pourrions être à nouveau une famille. Mais ce jour n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais du travail à faire. J'ai pris le cheval à bascule que j'étais en train de construire. Il était presque fini, des courbes lisses, un doux sourire gravé dans le visage en bois, une crinière en corde souple. J'ai passé du papier de verre sur les bords, m'assurant qu'il n'y avait pas d'écharde, rien qui pourrait blesser de petites mains. Celui-ci était pour le refuge pour enfants, mais j'en prévoyais déjà un autre, un spécial, que je garderais dans mon atelier, attendant le jour où je pourrais le donner à un petit garçon nommé Robert, si ce jour venait un jour. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La trahison, le combat, la victoire. Les gens m'avaient demandé si j'avais été trop dur, si j'aurais dû simplement pardonner à Frank et Jessica, les laisser vivre dans la maison, les aider à sortir de leur trou financier. Mais voici ce que j'ai appris en 70 ans sur cette terre, parfois, l'amour signifie dire non. Parfois, l'amour signifie laisser les gens faire face aux conséquences de leur choix. Parfois, l'amour signifie tenir bon, même quand votre cœur se brise. Si j'avais sauvé Frank de ses dettes de jeu, il n'aurait jamais appris. Il aurait recommencé, encore et encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à voler. Si j'avais laissé Jessica s'en tirer avec son plan, elle aurait appris que les faibles peuvent être effacés, que les vieux ne comptent pas, que la manipulation fonctionne. En me défendant, je leur ai appris à tous les deux une leçon qu'ils n'oublieront jamais. On ne fait pas disparaître les gens simplement parce qu'ils sont gênants. On ne vole pas la vie de quelqu'un simplement parce qu'on pense qu'il est trop vieux ou trop faible pour se défendre. Et on n'utilise pas l'amour comme une arme. J'ai fini de poncer le cheval à basculer, je l'ai posé sur l'établi. Demain, je le livrerai au refuge. Ensuite, je commencerai un coffre à jouets, puis une maison de poupées. Je remplirai mes journées de création, pas de destruction. Je construirai des choses pour les enfants qui avaient besoin de joie, qui avaient besoin de savoir que quelqu'un se souciait d'eux. Et peut-être qu'un jour, je construirai quelque chose pour Robert. Mais pas encore. D'abord, ses parents devaient apprendre ce que je savais déjà, le meilleur héritage que l'on puisse donner à un enfant n'est pas l'argent, c'est le caractère. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle venait de Frank, écrite de prison. Chère maman, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait, à qui je suis devenu, à l'homme que papa a essayé d'élever en moi et à quel point j'en suis tombé loin. Je n'écris pas pour demander pardon, je ne le mérite pas. J'écris pour te dire que tu avais raison. J'avais besoin de toucher le fond. J'avais besoin de tout perdre, car jusqu'à ce que je le fasse, je ne pouvais pas voir à quel point j'étais devenu malade, à quel point mes priorités étaient tordues. Je travaille avec un conseiller ici, je traite ma dépendance au jeu, j'apprends les schémas qui m'ont mené ici. C'est dur, ça fait mal, mais c'est nécessaire. Jessica et moi divorçons. Nous savons tous les deux que nous étions toxiques ensemble. Elle reçoit de l'aide aussi, travaillant à être une meilleure mère pour Robert. J'ai entendu parler du fonds en fiducie que tu as créé pour lui. Merci. Pas pour moi, je sais que ce n'est pas pour moi, mais pour lui. Il mérite mieux que ce que nous lui avons donné. Je ne sais pas si tu voudras un jour me revoir. Je ne t'en voudrais pas si tu ne le voulais pas. Mais je veux que tu saches que j'essaie. J'essaie vraiment de devenir quelqu'un digne d'être à nouveau appelé ton fils. Je t'aime, maman. Je suis désolé d'avoir oublié ce que ça voulait dire. Frank. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai mise dans le tiroir de mon établi, à côté de la photo de Robert, mon Robert, de notre jour de mariage. Le pardon n'est pas instantané. Ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est quelque chose que l'on construit, pièce par pièce, comme une maison, comme une vie, comme un héritage. Et peut-être, juste peut-être, commencions-nous à poser les fondations.